l'Illyrie et les Illyriens sont heureux de recevoir ce colloque organisé par l'association franco-iranienne. On va vous en parler, bien entendu. Je voulais tout d'abord vous dire que cette initiative de coopération va se multiplier parce que le monde, comme vous le savez, est un peu fou ces temps-ci. Il y a une sorte de désorganisation totale, on a du mal à comprendre. Et c'est pour ça qu'on s'adresse à des sachants qui peuvent comprendre. Et je me permets de vous les présenter. Tiens, parce que vous avez le titre. En premier, je vous présente l'ambassadeur Denis Bochard, que vous avez ici à seconde place, qui est donc un ancien diplomate, mais cesse-t-on d'être diplomate? Je ne crois pas. Il a effectué une grande partie de sa carrière en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, et notamment il a été ambassadeur en Jordanie entre 89 et 93, puis directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères de l'époque, et ensuite ambassadeur au Canada, et il a bien entendu été en Iran, qu'il connaît parfaitement. Pierre Conessa, agrégé d'histoire, ancien élève de l'ENA, c'est la barbe blanche que vous voyez là. Voilà. Il a été membre du comité de réflexion stratégique au ministère de la Défense, directeur adjoint de la DAS, c'est-à-dire la délégation des affaires stratégiques. Aujourd'hui, il écrit régulièrement dans le monde diplomatique et diverses revues de relations internationales. Il est maître de conférence à l'Institut d'études politiques de Paris. Vous savez, cette petite école qui est du côté de la rue Saint-Guillaume, non mais une grande école. Il est membre de la fondation Res Publica, la République, qui nous manque tellement aujourd'hui. Il a été l'auteur de nombreux livres. Et je voudrais vous conseiller particulièrement le dernier qui vient de sortir, qui est remarquable pour comprendre les liaisons dangereuses qu'a pu établir et qui s'appelle Dr Saïd et M. Djihad. Dr Saoud, pardon. Moi je dis Saoud, voilà. Dr Saoud et M. Djihad, la diplomatie religieuse de l'Arabie Saoudite. C'est chez Robert Laffont. Vous aurez du mal à le lâcher, sincèrement, parce qu'il est bourré d'informations, d'analyses, de connaissances que peut avoir un sachant. Voilà. Éric Dénessé, quant à lui, est docteur en sciences politiques. Il est directeur du Centre français de recherche sur le renseignement. Il essaie de passer inaperçu, il a du mal, bon, mais néanmoins, il travaille beaucoup. Donc, sa société de conseil en risk management, ça c'est une sorte de pierre d'achoppement entre nous. Il aime bien l'anglais, moi j'aime bien le français, donc management du risque, voilà, ou gestion du risque, ça m'aurait suffi. Donc CF2R Service. Auparavant, il a été officier analyste à la direction de l'évaluation et de la documentation stratégique du secrétaire général de la Défense nationale, le FGDN, ingénieur commercial chez Matra Défense, responsable de la communication de la société NAVFCO, filiale du groupe DCI et Défense Conseil International, et j'en passe. Il est l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages, et ses travaux lui ont valu d'être lauréat du prix 1996 de la Fondation pour les études de défense et du prix Acropolis, Institut des hautes études de sécurité intérieure. Voilà. Voilà ce panel de sachants. Et je voudrais maintenant que l'on vienne nous présenter, si vous voulez, M. Saïa, l'association dont vous êtes membre du bureau, etc. Et j'aimerais beaucoup que vous la présentiez à nos auditeurs.
La chose va se dérouler d'une manière suivante. On va parler l'un après l'autre. Moi-même, je serai obligé de vous quitter et je laisserai l'animation de la table ronde à M. Conessa. Et ensuite, la place de la salle prendra la parole et interrogeons notre panel de débatteurs. Merci et à tout à l'heure. Bonsoir à... Vous m'entendez ? Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'abord d'être là et de montrer votre intérêt pour ce sujet passionnant. Je remercie évidemment le président Antoine Sfer de nous accueillir en ces murs, je trouve, qui d'ailleurs se prête fort bien à ce type d'événement. Je remercie bien évidemment tous nos intervenants que je connais, moi, ils ne me connaissent pas, mais moi je les connais très bien de nom et aussi pour leurs œuvres. Et je remercie bien évidemment M. Ali Khalili, qui est le président fondateur du centre franco-iranien et qui est bien évidemment à l'initiative, et je dois dire le maître d'œuvre de cet événement. Il nous a proposé fort gentiment, fort généreusement de nous associer à cet événement. Nous n'avons pas fait grand-chose, je dois le dire. C'est l'un des événements les plus faciles à organiser dans l'histoire de l'Observatoire des think tanks, mais je dois aussi reconnaître que c'est bien agréable parfois de se reposer sur la qualité de personnes comme toi. Je voulais très rapidement vous expliquer pourquoi l'Observatoire des think tanks a souhaité être partenaire de cet événement. Eh bien, tout simplement parce que notre observatoire, qui existe depuis 10 ans, qui a un bureau à Madrid, un bureau à Bruxelles et donc son siège à Paris, observe, comme son nom l'indique, l'écosystème des think tanks en France et à l'étranger. Se trouve que dans cette activité d'observation, nous avons toujours considéré notre rôle comme devant relever, je dirais, de la diplomatie publique, de la diplomatie intellectuelle. Et donc, nous avons toujours souhaité justement préserver des relations, des liens de dialogue, d'échanges intellectuels avec toutes les organisations de tous les pays. Nous avons déjà travaillé avec l'ambassade du Pakistan, je dois dire pays ô combien, à la réputation ô combien sulfureuse, et nous avons souhaité nous associer également parfois à des pays comme les États-Unis, aujourd'hui à des associations et des organisations pour parler d'un pays, l'Iran. Le sujet, donc l'Iran entre mythe et réalité, me fait beaucoup penser à vous savez, cette œuvre d'Edouard Saïd, le grand intellectuel palestinien, l'orientalisme. Moi, je trouve que ce livre s'adresse parfaitement à quelqu'un comme moi, c'est-à-dire une personne qui connaît très peu de choses finalement sur l'Iran, à part les fantasmes, je dirais, courants que l'on partage toutes et tous. Et je suis donc très heureux et honoré de pouvoir écouter, vous l'avez dit, Monsieur le Président, des sachants comme vous, qui sont experts sur le sujet, et j'espère eh bien, pouvoir me nourrir de vos présentations. Et j'espère aussi que vous laisserez, par générosité au public, la possibilité d'entamer un dialogue, un échange avec vous et de vous poser des questions. Très bonne soirée à toutes et à tous, merci. Excellences, Mesdames et Messieurs, je tiens à vous présenter mes remerciements les plus sincères pour votre présence. Pas la peine de vous dire à quel point je remercie M. Antoine Sfer, Mme Bourgeois, qui nous accueillent ce soir. Donc le centre franco-iranien a été créé finalement il y a très peu de temps, au mois d'août, parce qu'on a estimé qu'il y avait vraiment la nécessité de tout mettre en place et de tout mettre en œuvre pour le développement des relations au niveau associatif entre l'Iran et la France. Le fait est que lorsque moi je regarde les relations entre l'Iran et la France au cours des dernières années, pour moi, l'Iran c'est le même pays, ça n'a pas changé. Pourtant, c'est le regard de la France qui, au cours des peut-être 12 derniers mois ou 15 derniers mois, a complètement changé sur l'Iran. J'ai l'impression que les hommes politiques français découvrent l'Iran. Croyez-moi qu'au cours des peut-être 12 derniers mois ou 6 derniers mois, le trafic diplomatique entre l'Iran et la France a largement dépassé le trafic diplomatique des 10 ou 15 dernières années. Et si je passe sur les personnes qui sont allées en Iran, que ce soit le président iranien qui est venu à Paris, que ce soit le ministre français de l'environnement qui est allé en Iran, le président du Parlement français, le président du Sénat français, etc., etc.
En même temps, j'ai l'impression que les Français, désormais, adoptent l'Iran comme une véritable destination touristique et on voit l'explosion réelle du nombre de touristes français qui vont en Iran et ça c'est peut-être l'élément le plus important à mes yeux parce que ça permet de créer vraiment, de faire en sorte que cet aspect fantasmagorique qui existait par rapport à l'Iran en France se transforme en une véritable réalité. Et enfin, les entreprises françaises, au départ, je vais dire qu'ils osaient l'Iran, mais maintenant ils y vont, mais en masse. D'accord, il reste toujours les grosses banques françaises qui n'osent toujours pas parce qu'ils ont peur des Américains, mais enfin, je pense que nos intervenants vont en parler en détail. Mais en tout état de cause, je pense qu'une telle conférence a vraiment sa place et d'ores et déjà, je vous remercie encore une fois et je remercie l'ensemble des intervenants. Merci. L'Iran, on vient de vous le dire, fascine beaucoup de plus en plus parce que c'est un pays magique en effet. Mais l'Iran fait peur également, incontestablement. Et ma question a toujours été, mais faut-il avoir peur de l'Iran? C'est vrai qu'il y a une dichotomie dans ce pays entre le peuple et les gouvernants. On dirait que la classe politique est une classe politique stellaire, c'est-à-dire elle est dans les cieux, ils se battent entre eux, ils s'envoient des noms d'oiseaux entre eux, mais parce que la presse existe, parce qu'il y a une vraie presse, et il y a une presse qui représente tel ou tel autre courant au sein du gouvernement et au sein également de l'entourage du pouvoir religieux. Je vous donne un exemple vécu récemment. On m'avait demandé de faire une conférence à l'université Al-Mustafa de Qom, qui compte environ 12 000 étudiants venus du monde entier. Et au cours de cette conférence, j'ai parlé du fameux Velayat Faqih, ce dogme qui donne la primauté aux jurisconsultes, à condition bien entendu qu'il soit un vrai jurisconsulte. Et j'étais en train de développer la présentation de ce dogme qui nous vient du XVIIIe siècle et remis au bout du jour par une véritable référence religieuse irakienne et qui avait été exilée à Beyrouth dans les années 60, le fameux cheikh Mohammed Bakr Sadr, et donc qui est mort depuis, et qui avait publié 2 petits opuscules, Notre philosophie et Notre économie. Et comme c'est le Proche-Orient, donc il ne faut pas s'étonner de ce qui s'est passé ensuite, ils ont été édités par les presses de l'université, l'imprimerie catholique des Jésuites à Beyrouth. Donc imaginez-vous, seul le Proche-Orient peut être capable de ce genre de pédiner à l'histoire, et à la raison. Mais ils ont été un succès populaire. J'ai été interrompu dans cette présentation, non pas par le directeur des études, le docteur Abbas, qui était là, mais par un grand ayatollah qui fait partie de ce groupe des 18 grands ayatollahs de Qom, la ville sainte en Iran par excellence. Et il me dit, Monsieur Sfer, vous ne pouvez pas dire tout cela sur le Velayat Faqih sans préciser que pour nous, un peu la grande chambre de la religion en Iran, le Velayat Faqih doit se limiter au domaine spirituel. Nous avions pensé que l'imam Khomeini était un imam, il préparait le retour du Mahdi sur terre, et bien du Messie sur terre, et bien malgré cela, ça ne s'adresse pas, on ne peut pas considérer que ses successeurs ont le même pouvoir. Il n'y a nommé personne, bien entendu, mais nous sommes en Iran. Les non-dits sont parfois plus forts que les dits, car nous avons une mentalité
qui n'est pas exclusivement indo-européenne, qui n'est pas exclusivement orientale, qui n'est pas exclusivement achéménide ou perse ou iranienne aujourd'hui. Nous avons une mentalité iranienne très particulière. Tout d'abord, c'est un peuple marchand et non pas commerçant. La différence est énorme. Et c'est un peuple qui est cultivé. Tous ceux qui ont essayé de démanteler les universités n'ont pas réussi. Bien au contraire, on est surpris par la culture générale des jeunes étudiants, je devrais dire étudiantes, puisque plus de 57% de la classe estudiantine est féminine à travers tout le pays. Et en même temps, en Iran, il y a quelque chose de particulier. Quelle que soit l'ethnie à laquelle on appartient, on est avant tout iranien. C'est cette citoyenneté ancrée, vous la retrouvez même dans la rue quand les gens viennent aux touristes, viennent à vous. Et commencent à vous poser des questions, comment vous trouvez le pays, qu'est-ce qui vous a choqué, etc. Et j'ai été surpris les 3 ou 4 dernières fois où je me suis rendu en Iran, c'est que le débat que je croyais clos depuis fort longtemps se retrouve également dans les instances dirigeantes. Mais c'est un débat qui ne vole pas très bas. Je fais allusion à ce qui se passe aujourd'hui chez nous, mais il est vrai que ce débat est un débat à la fois de théologiens entre eux, c'est un débat de politiciens bien entendu entre eux, et c'est aussi un débat vis-à-vis d'une certaine éthique de la classe politique, ou du moins d'une volonté d'être éthique. Par exemple, maintenant, on parle énormément des scandales qui peuvent arriver. Quand un pays commence à parler des scandales qui le touchent, ou qui touchent son équipe dirigeante, c'est qu'il est sur le chemin de la rémission. Je ne vais pas parler de guérison, en tout cas de la rémission. Et j'en sais quelque chose. Mais ce qui est important, c'est qu'on aborde l'Iran aujourd'hui comme un vaste marché. Ce n'est pas que cela. Qu'on aborde l'Iran également comme un vaste, on l'a dit tout à l'heure, champ touristique. Ce n'est pas que cela. Je suis surpris précisément dans le domaine du tourisme de voir avec les voyages des Cahiers de l'Orient, dont le dernier numéro d'ailleurs est sur l'Iran, je suis surpris par la qualité des guides qu'on retrouve rarement ailleurs. Des guides qui connaissent à la fois l'histoire, mais également la sociologie ou les problèmes sociétaux. Et ce qui est étonnant, c'est le fait d'être libre de leur parole. C'est pour ça que quand on va en Iran, on revient avec plus de questions qu'on en avait au départ, et beaucoup moins de réponses. C'est certain. Parce qu'on veut comprendre encore et encore et encore, et ce n'est pas facile. Nous avons 26 ethnies en Iran. Alors, on dit les Iraniens, mais les Iraniens ont fait en sorte que ces 26 ethnies soient réellement réunies par une citoyenneté. Et nous avons bien entendu également des problèmes politiques, mais ça, mes collègues et camarades vont en parler assez longuement. Et je crois que ce qui est important, c'est de voir à quel point l'Iran est devenu aujourd'hui, d'un point de vue géopolitique, on le développera, incontournable. Certes, l'accord avec les Occidentaux, et notamment les États-Unis, a changé beaucoup de choses. Certes, les Iraniens, assez bizarrement, mais assez logiquement, auraient préféré avoir une liaison privilégiée avec la France, parce qu'ils ont eu 400 ans de relations dans une parité, une égalité assez remarquable.
Mais malheureusement, en France, ça sonnait aux abonnés absents. D'autant plus qu'on voulait détruire les dictateurs, et quel bonheur ce serait de détruire les dictateurs au Proche-Orient, par exemple. Mais quand on s'allie à des théocraties dictatoriales, on est plutôt peu crédible, malheureusement. Il n'en reste pas moins que pour les Américains, c'est une fenêtre sur l'Afghanistan et le Pakistan. C'est également une fenêtre sur la mer Caspienne, donc à la fois l'Asie centrale et le Caucase. C'est également aujourd'hui ceux qui contrôlent le trafic dans le golfe Persique. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que dans ce golfe Persique, on a besoin de sécurité, car 17% du pétrole mondial passe par là, dont plus de 60% de notre approvisionnement énergétique à nous, occidentaux, y compris le Japon. Ils sont aujourd'hui accusés de fomenter la guerre au Yémen. C'est mal connaître un peu ce pays que j'adore, qui est le Yémen, où tous les montagnards, c'est-à-dire près de la moitié de la population, appartiennent à une tribu aussi qui est constituée par une des branches du chiisme qui s'appelle les Zaïdites. Donc les adeptes de l'imam Zayd, le 5e imam de la lignée imamite dans le chiisme. Mais on oublie aussi une chose, c'est que ce qui se passe actuellement au Yémen est une réaction, c'est quasiment la moitié de la population, 47% à peu près. Les Zaïdites ne sont pas tous, ils ne sont pas tous Zaïdites, ils sont aussi chiites du duodécimain, c'est vrai, mais ils ont toujours été périphérisés. Ça rappelle le Liban. Amal et le Hezbollah sont nés par la périphérisation de la communauté chiite du côté du sud et du côté de la Beka. Le paysan de la Beka, il lui fallait 20 minutes pour aller vendre ses productions sur le marché de Damas. Il lui fallait toute une journée pour arriver à les vendre et les étaler. C'est une réalité de la vie. Pourtant, le Liban, c'est tout petit, mais ils étaient quasiment marginalisés géographiquement et bien entendu économiquement. Ce n'est pas le cas en Iran aujourd'hui, et comme le disait l'ambassadeur américain à Berne, enfin, le trafic dans le golfe Persique est aujourd'hui sécurisé. Maintenant, il y a encore beaucoup de chemin pour arriver à une république telle que nous l'arrivons nous-mêmes. Il y a encore énormément de chemin pour arriver à une sorte de pluralisme, de citoyenneté, solidarité, égalité aussi, parce que le Touman, qui est un peu la monnaie référence en Iran, 100 rials font 10 Touman, c'est un peu notre ancien franc, et par rapport au nouveau franc, le Touman aujourd'hui était à 2000 Touman faisait 1 euro, aujourd'hui il est 4000 Touman pour 1 euro quand même. Et ça se ressent sur les marchés, dans les bazars, etc. Bien entendu. Il n'en reste pas moins que lorsqu'on me parle de l'arc chiite, c'est pas un arc chiite, c'est un arc perse entre Téhéran, Bagdad, Damas et le port de Tyr tenu par le Hezbollah. Ce qui a fait de l'Iran, pour la première fois depuis 5 siècles, tout simplement une puissance méditerranéenne. Donc, cet acquis stratégique, l'Iran en a besoin, bien entendu. Car si demain vous avez des talibans qui débarquent sur la frontière orientale du Pakistan et de l'Afghanistan, qui va venir aujourd'hui défendre l'Iran? À moins qu'il ait intérêt à le faire. C'est à travers aussi cette aune qu'il faut voir pourquoi l'Iran a bâti quasiment pendant des années un front de refus. Dès le départ, ils ont choisi la puissance la plus importante au monde, les États-Unis d'Amérique, avec la prise des otages,
mais ils se sont aussi automatiquement instaurés comme étant les chefs de l'opposition. Ils ont cassé en 80 le front arabe en amenant la Syrie des Assad dans leur camp et non pas dans le camp arabe. Ils ont ensuite commencé à bâtir les liaisons avec Chavez, avec Morales et tout cela. Et puis j'ose dire qu'à un moment donné, ils nous ont sorti l'épouvantail. Mais ça aussi, c'est de l'intelligence. À un moment donné, pendant 8 ans, un épouvantail antisémite, antisioniste, etc., etc., puisque le premier Angelo, qui était lié à l'ayatollah Khatami, et qui reste un Angelo avec sa fondation pour le dialogue interreligieux, etc., de Genève, a succédé ensuite l'ayatollah Rouhani, qui apparaît comme un Angelo proche des Occidentaux, etc. Mais l'Iranien a toujours été proche des Occidentaux. L'Iranien a toujours été très porté vers cet Ouest, d'où l'Iran, il se considère lui-même comme indo-européen. Et donc c'est ça ce qui est important. Je fais court, faut-il avoir peur de l'Iran? Certainement pas. Mais comment voulez-vous, j'allais dire, traiter avec l'Iran si vous ne respectez pas l'Iran? Si pour le respecter, il faut le reconnaître, et pour le reconnaître, il faut commencer par le connaître. Et c'est pour ça que je passe la parole là, maintenant, si vous voulez bien, monsieur l'ambassadeur Denis Bouchard. Mesdames, Messieurs, je suis très heureux d'être parmi vous. Attention, il y a un fantôme dans le pupitre. Je remercie les organisateurs, l'ILERI et le Centre franco-iranien de m'avoir invité à évoquer avec vous ces mythes et ces réalités que représente l'Iran. Pour ma part, j'ai choisi d'évoquer plus spécialement le thème de l'Iran, sa politique face au chaos moyen-oriental. Comme vous le savez, le Moyen-Orient est en cours d'implosion. On constate qu'il y a au moins 5 États qui sont des États faillis, au sens que donne la Banque mondiale à ce terme, c'est-à-dire des pays où l'État ne contrôle plus le territoire, où les structures politiques et administratives sont totalement paralysées, où se développe le terrorisme de façon multiforme, où existe parfois un véritable état de guerre. Ces États faillis, quels sont-ils? C'est essentiellement le Liban, la Syrie, l'Irak, le Yémen, la Libye. Et dans ce Moyen-Orient, finalement, quels sont les pôles de stabilité? C'est la Turquie, mais là aussi peut-être avec un point d'interrogation compte tenu de l'évolution récente. C'est l'Égypte, mais qui n'a pas encore totalement vaincu le terrorisme. C'est la Jordanie, pays fragile. Pour l'instant, le Golfe Persique, les pays du Golfe Persique échappent à ces trous, qu'il s'agisse de l'Iran ou qu'il s'agisse de l'Arabie Saoudite. Dans ces États faillis, coexistent, s'affrontent une multiplicité de groupes armés. Il y a une sorte de miliciasisation des forces armées dans cet ensemble du Moyen-Orient. Des milices qui sont soit organisées par le pouvoir, comme en Syrie, ou comme en Irak, soit des milices qui contre le pouvoir, avec des organisations très variables,
Parfois, il s'agit d'une sorte de proto-État avec l'État islamique, qui a un contrôle territorial important à cheval sur la Syrie et sur l'Irak. Parfois, il s'agit de groupes qui réunissent une centaine de combattants, parfois 10 000 combattants. Donc tous ces groupes à géométrie variable, qui en général d'ailleurs sont poreux, il y a des passages de combattants d'un groupe à un autre, semblent caractériser cette partie du Moyen-Orient. Les objectifs d'ailleurs de ces groupes sont très variables. Parfois, ils appuient des régimes, ils sont en quelque sorte des milices au service de la sauvegarde du régime. D'autres entendent promouvoir la démocratie. D'autres entendent promouvoir une entité nationale, comme les groupes kurdes. D'autres entendent promouvoir la charia. Ce Moyen-Orient est également caractérisé par, je dirais, la multiplicité des champs de bataille, qui sont plus ou moins actifs. Je cite le Bahreïn pour mémoire, puisque après l'intervention de l'Arabie Saoudite en 2011, l'ordre règne. Au Liban, c'est un champ de bataille qui existe par procuration entre différents acteurs, entre le Hezbollah et l'Arabie Saoudite ou le Qatar. En Libye, c'est un champ de bataille avec des acteurs différents, avec une affirmation encore timide du gouvernement de l'Union nationale, qui s'appuie d'ailleurs sur certaines milices. Au Yémen, un affrontement tribal est devenu une guerre régionale, avec une intervention massive de l'Arabie Saoudite, qui n'est pas sans risque pour son image, sans risque également pour le pouvoir en place, et notamment Mohammed Ben Salman, qui certainement joue son avenir politique sur le succès ou sur l'échec de cette intervention. Quant à la Syrie, il s'agit d'un désastre humanitaire, diplomatique et politique, avec un gouvernement légal qui ne contrôle qu'une partie du pays, avec une économie totalement sinistrée, avec des destructions d'une ampleur inégalée, qu'il s'agisse des villes d'Alep ou de Homs, détruites sans doute à plus de 60 ou 70%, avec l'ampleur du déplacement des populations. 5 millions de Syriens ont quitté le territoire syrien, 7 millions ont dû se déplacer à l'intérieur du pays. Avec une guerre qui existe également par procuration, où interviennent un certain nombre de puissances étrangères, la Turquie, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, la Russie, l'Iran. Avec chacun apporte leur contribution, je dirais, économique, militaire, voire des contingents de combattants. Comment expliquer ce chaos? Je serai assez bref, mais je dirais qu'il s'agit d'une combinaison entre des gouvernements en échec, des gouvernements de ces pays qui ont connu un échec économique, pas de croissance ou pas de croissance, et que lorsqu'il y a croissance, c'est même mal partagé, un échec politique, avec des gouvernements, je dirais, non inclusifs, qui ne réunissent pas l'ensemble des communautés qui existent dans ces pays. Parfois d'ailleurs, comme en Syrie, un gouvernement d'une minorité face à une minorité alaouite face à une majorité sunnite. Il est clair que l'échec des printemps arabes a contribué à ce chaos. Mais il faut reconnaître que certaines interventions occidentales ont sans doute contribué à ce chaos. Je pense en particulier naturellement à l'intervention américaine en Irak de 2003, qui a totalement déstructuré le pays, avec un proconsul américain qui a décrété d'emblée la dissolution des partis basses et la dissolution de l'armée de Saddam Hussein, qui a contribué à mettre dans les bras des insurgents sunnites, d'abord Al-Qaïda puis ensuite l'État islamique, un certain nombre de militaires ou de militants bassistes qui sont passés
avec armes et bagages du côté djihadiste. Il y a également un autre élément qui a joué certainement, c'est la montée de l'islam radical. On est passé de l'islam politique avec la montée du salafisme, dont une frange a basculé dans le djihadisme. Les djihadistes ont fait leur classe en Afghanistan. Al-Qaïda, je le rappelle, a été fondée en 1988 et a été un instrument de lutte contre l'envahisseur soviétique, l'État islamique, plus tardivement, qui a repris en partie l'héritage d'Al-Qaïda depuis 2008, mais surtout qui a fait éruption à la fois en Syrie et en Irak à partir de 2014, avec la prise spectaculaire de Mossoul en juin 2014. Tous ces mouvements profitent naturellement du vide politique créé par les printemps arabes. Ces mouvements profitent parfois, je dirais, d'un jeu ambigu, d'une politique du pire, menée par certains gouvernements, et je pense en particulier au gouvernement syrien. Enfin, dans ce chaos, il y a effectivement un autre élément qui joue, et qui joue, semble-t-il, de plus en plus, un conflit de plus en plus visible entre sunnites et chiites, qui cache peut-être plutôt un affrontement entre deux puissances, l'Arabie saoudite et l'Iran. Face à ce chaos, quelle a été la politique menée par l'Iran telle qu'on peut la juger de France? L'Iran est manifestement une puissance régionale. Comme je le disais, c'est un pays émergent potentiel. C'est une puissance, c'est un poids lourd avec 80 millions d'habitants, une armée importante, ou plutôt deux armées, l'armée régulière et les Pasdaran, qui est un peu, je dirais, l'élite des forces armées. Quels sont les objectifs de la politique iranienne, tels qu'on peut les percevoir de l'extérieur? Ces objectifs, je pense d'ailleurs qu'il y a une certaine continuité avec la politique menée par le Shah, même si sur un certain nombre de points, il y a eu des inflexions. Le premier objectif, c'est d'assurer la sécurité et l'intégrité de l'Iran. L'Iran est constitué de pays qui peuvent représenter une menace à sa sécurité. Et il existe véritablement en Iran, c'était très, très sensible lorsqu'on parle avec des responsables officiels, il y a une sorte de syndrome de l'encerclement. Et tel était le cas, je crois que c'était particulièrement justifié, du temps de l'Irak de Saddam Hussein et du temps de l'Afghanistan des talibans. Mais ceci étant, actuellement encore, l'Iran se sent, à tort ou à raison, menacé par l'Arabie saoudite, par le Pakistan, par l'Azerbaïdjan, avec lequel les relations sont difficiles, par la Turquie, avec laquelle là aussi les relations se sont crispées. Finalement, dans la proximité immédiate, assez paradoxalement, le seul pays vraiment ami, c'est l'Arménie. Bien que la frontière entre l'Arménie et l'Iran soit relativement courte. En plus de ça, un certain nombre de bases américaines entourent l'Iran, de près ou de loin, en Arabie saoudite, en Afghanistan, au Pakistan, à Bahreïn, au Qatar, au Koweït, en Irak, en Asie centrale. Sur le plan intérieur, il est sûr qu'un certain nombre de puissances étrangères manipulent certains irrédentismes, qu'il s'agisse du Kurdistan ou qu'il s'agisse du Beloutchistan. Le deuxième objectif, me semble-t-il, de l'Iran, c'est d'affirmer son leadership sur le Golfe, qui ne peut être que persique. Et à cet égard, il y a certainement une grande continuité avec la politique du Shah, qui, après le départ de la Grande-Bretagne, dans les début des années 70, a voulu clairement montrer qu'il entendait être le gendarme du Golfe, avec la volonté d'assurer un contrôle des détroits d'Ormuz, qui lui a conduit d'ailleurs à entretenir de bonnes relations avec le sultanat d'Oman, qui contrôle la partie sud du détroit. C'est dans cette perspective qu'un certain nombre d'îles stratégiques ont été annexées par le Shah, qui se font l'objet encore d'un contentieux avec Abu Dhabi.
Enfin, le troisième objectif, me semble-t-il, ça a été évoqué tout à l'heure par Antoine Sfer, il entend affirmer son rôle à la tête du front du refus. Du front du refus contre, citation, l'impérialisme américain sioniste. L'Israël étant, selon l'Iran, le pion avancé de l'impérialisme américain au Moyen-Orient. D'où la mise en place d'une alliance stratégique avec un certain nombre de pays du Moyen-Orient, notamment la Syrie, qui préexistait déjà, mais qui était fortement renforcée par l'imam Khomeini, avec un front du refus d'ailleurs qui dépasse le Moyen-Orient, puisque, comme on l'évoquait, la Bolivie, le Venezuela font partie également de cette coalition. Ceci a conduit à ce que la République islamique exprime une forte hostilité, tout au moins rhétorique, à l'égard d'Israël, et que malgré l'accord de juillet 2015 sur le nucléaire, il est entendu qu'il n'y a pas eu une normalisation des relations avec les États-Unis, comme le guide l'a encore récemment déclaré. Comment s'exprime cette politique, une fois les objectifs définis, comment s'exprime la politique étrangère iranienne? Je crois d'abord que c'est une politique qui a su profiter habilement des opportunités. Et à cet égard, les États-Unis, en intervenant en 2003, ont fait un double cadeau à l'Iran. En effet, ils ont supprimé les deux menaces principales que représentaient Saddam Hussein et les talibans, les deux menaces principales qui menaçaient la sécurité de l'Iran. On se souvient de la guerre particulièrement longue, tragique et lourde en pertes humaines qu'a été l'intervention irakienne, la guerre contre l'Iran initiée par Saddam Hussein. En plus, au nom de la promotion de la démocratie, les États-Unis finalement ont mis en place un gouvernement chiite qui est constitué d'un certain nombre d'opposants qui, la plupart d'entre eux, ayant été en exil en Iran et pendant de longues années ayant, je dirais, noué en Iran de solides amitiés. Une autre ligne directrice de la politique iranienne est le maintien d'un partenariat que je qualifierais de raison avec la Russie. La Russie est avec l'Angleterre en quelque sorte un peu l'ennemi héréditaire de l'Iran. Or, il y a eu effectivement un basculement de la politique iranienne, qui a d'ailleurs commencé du temps du Shah. Et malgré ce lourd passé historique, il y a entre les deux pays des intérêts mutuels. Pour la Russie, la relation avec l'Iran constitue un ancrage au Moyen-Orient et également un endroit où il existe des opportunités commerciales importantes, qu'il s'agisse des centrales nucléaires ou qu'il s'agisse des contrats d'armement. Pour l'Iran, la Russie représente une protection au niveau du Conseil de sécurité. Effectivement, la Russie a posé à plusieurs reprises son veto à des résolutions qui lésaient les intérêts iraniens. Ceci étant, ce partenariat est placé encore sous le signe de la méfiance, et cette méfiance se révèle assez souvent lorsqu'on discute avec des officiels iraniens. Un autre axe de la politique iranienne, c'est naturellement de soutenir les régimes amis. Je pense naturellement en particulier à la Syrie, où il existe une alliance stratégique depuis la prise du pouvoir en 1970 par Hafez el-Assad, alliance stratégique qui s'est poursuivie avec son fils Bachar depuis l'an 2000. En Irak, c'est un soutien extrêmement fort, un soutien politique, avec des interférences évidentes de l'Iran dans la vie politique iranienne. Il est clair que le remplacement du Premier ministre Maliki par Haïdar el-Abadi n'a pu se faire qu'avec une validation de l'Iran. Les liens de l'Iran avec un certain nombre de partis irakiens, notamment Dawa, avec un certain nombre de milices irakiennes comme la Brigade al-Badr, ces liens sont étroits.
Et effectivement, un certain nombre de ces milices sont encadrées, équipées par les gardiens de la Révolution, plus précisément par la brigade d'El-Quds, qui fournit également une formation à ces milices. Quatrième orientation, c'est naturellement contrer l'influence de l'Arabie saoudite. De multiples raisons existaient déjà du temps du Shah pour que les deux pays aient des relations difficiles. Mais ce contentieux s'est fortement alourdi depuis la création de la République islamique d'Iran, qui a conduit à plusieurs reprises à des ruptures des relations diplomatiques, et encore tout dernièrement, effectivement, à la suite des incidents devant l'ambassade d'Arabie saoudite à Téhéran. De nouveau, il y a rupture des relations diplomatiques. C'est un contentieux qui est multiforme, qui est à la fois politique mais également religieux. La volonté, je pense, de l'Iran d'apparaître également comme un leader du monde musulman, notamment au sein de l'Organisation de coopération islamique. Et cette influence de l'Iran est contrée, effectivement, sur les différents champs de bataille que j'ai évoqués tout à l'heure, avec dans l'envoi de combattants en Syrie, qu'il s'agisse de milices chiites équipées et soutenues par l'Iran, ou parfois même des conseillers militaires iraniens, voire des membres de la brigade Al-Quds. Il y a d'ailleurs à cet égard en Syrie une sorte de répartition des tâches avec la Russie s'occupant du ciel et des frappes aériennes, l'Iran étant sur le terrain. Au Yémen, c'est également un champ de bataille où, semble-t-il, l'Iran, bien que ceci n'ait pas été mis en évidence, apporte un soutien non seulement politique, mais également militaire aux rebelles houthis. Au Liban, après la guerre de 2006, l'Iran a reconstitué l'armement en roquettes et missiles du Hezbollah. Et pour l'instant, il n'y a pas eu d'affrontement direct entre l'Iran et l'Arabie saoudite. D'ailleurs, il est douteux qu'un tel affrontement puisse intervenir, tout au moins dans un avenir proche. Une autre orientation, et ceci est également, je dirais, lié à ce que je viens de dire sur la volonté de contrer l'influence de l'Arabie saoudite, c'est la volonté d'apparaître comme le protecteur de toutes les minorités chiites qui peuvent exister dans le monde arabe, enfin au Moyen-Orient. Certes, comme on le disait tout à l'heure, il n'y a pas d'arc chiite, qui avait été dénoncé par le président Moubarak ou le roi de la Jordanie, mais l'Iran tend à apparaître comme le protecteur naturel de ces minorités chiites, même s'il y a de grandes variétés, comme vous le savez, dans le chiisme, les zaïdites n'étant pas des duos décimains, mais il n'empêche qu'effectivement, l'Iran tend maintenir des liens forts avec ces minorités, qu'il s'agisse des Alaouites, qu'il s'agisse des Zaïdites au Yémen, qu'il s'agisse à Bahreïn d'une communauté qui majoritairement démographiquement, mais persécutée politiquement, qu'il s'agisse également de la minorité chiite en Arabie saoudite. L'Arabie saoudite ayant effectivement une politique assez discriminante à l'égard de cette minorité. Enfin, le dernier point qui me paraît important dans cette politique iranienne, c'est la volonté de lutter contre le djihadisme d'Al-Qaïda comme l'État islamique, qui est un ennemi déclaré, avec comme moyen des appuis aux groupes chiites qui peuvent exister tant à travers le Hezbollah libanais ou à travers des milices irakiennes, et la volonté effectivement d'engager ces milices dans les batailles qui est en train de se préparer, notamment à Mossoul. Il est arrivé également que l'Iran intervienne directement par des frappes aériennes au nord-est de l'Irak, à un moment où l'État islamique se rapprochait dangereusement de la frontière iranienne. Voilà, en conclusion, je voudrais dire simplement que l'Iran, à l'évidence, joue un rôle essentiel au Moyen-Orient. Est-ce que c'est une force de déstabilisation ou est-ce que c'est une force de stabilisation? Dans le chaos actuel, il est souhaitable que l'Iran joue un rôle de stabilisation. En tout cas, il est clair que l'Iran est un acteur incontournable et que le nouveau Moyen-Orient ne pourra pas se construire sans lui. Je vous remercie.
Bonsoir à tous. À mon tour, je voudrais remercier les organisateurs pour l'invitation, en particulier monsieur Ravili et les représentants de l'Observatoire des think tanks. Alors, je dois faire amende honorable en commençant. Je ne suis pas un spécialiste du Moyen-Orient comme Pierre Conessa ou l'ambassadeur Bochart. Le point de vue que je vais essayer de vous apporter ce soir, c'est la façon dont, dans le métier qui est celui du renseignement, les gens sont capables ou pas capables de changer de point de vue. Et je crois que l'exemple iranien est aujourd'hui particulièrement intéressant pour voir si nous sommes capables de changer de point de vue. Quand on regarde ce qui s'est passé depuis la fin de la guerre froide, on observe que nous avons aujourd'hui des dizaines de spécialistes de géopolitique, des relations internationales qui nous rebattent les oreilles en disant les règles du jeu ont changé, le monde n'est plus le même qu'avant 1989. Certes, nous le mesurons tous les jours, seulement pour la plupart de ces analystes, eh bien, on observe qu'il y a une véritable déclaration incantatoire pour dire que le monde a changé, et très souvent, leurs grilles de lecture n'ont pas changé. Et les critères qui sont utilisés demeurent les mêmes que ceux qui existaient avant 1991. Pour faire simple, quand vous lisez la presse, quand vous lisez grand nombre d'analyses, y compris des plus brillantes, on s'aperçoit que le bien, le vrai, le beau, le juste, c'est toujours américain ou occidental, et que par essence, le mal, l'injustice, le mensonge vient soit de Moscou, soit de Damas, soit de Téhéran. Et je crois que les idées sont restées malheureusement très ancrées chez beaucoup de commentateurs des affaires internationales. Je dis cela parce qu'on oublie souvent qu'il y a eu une véritable révolution culturelle à la fin de la guerre froide, quand la lutte entre les services occidentaux et les services soviétiques s'est terminée, et que nous avons dû discuter avec nos anciens adversaires. Et très rapidement, l'évolution dans le monde du renseignement s'est faite, beaucoup plus vite que dans la société civile. Une chose me frappe, et tout ça vous allez le comprendre et pour parler de l'Iran, c'est qu'aujourd'hui, on inverse encore un certain nombre de priorités. Nos amis américains restent ou apparaissent toujours comme la première démocratie du monde, et nos amis russes sont toujours critiqués comme étant un régime totalitaire ou pseudo-totalitaire. Alors, rien de tout ça n'est totalement faux, mais rien de tout ça n'est totalement vrai. D'un côté, nous avons une première puissance, superpuissance qui, avant 2001, en tout cas même avant 1991, était la première démocratie au monde, et qui aujourd'hui a déstabilisé la totalité du Moyen-Orient, a envahi l'Irak en bafouant le droit international, fait des frappes de drones tous les jours, qui font d'ailleurs énormément de victimes collatérales, mais qui créent plus de terroristes, qui tuent plus de terroristes qu'ils n'en génèrent, qui finance le djihadisme international indirectement à travers les printemps arabes et en Syrie, qui soutiennent deux États, deux théocraties hautement critiquables que sont l'Arabie saoudite, le Qatar et quelques autres, qui ont mis la totalité de leur population et de la planète entière sur écoute, et qui ont rétabli et légalisé la torture. Je crois qu'on ne rappelle pas suffisamment ça. À l'opposé, le plus grand pays totalitaire qu'il fallait dénoncer avec beaucoup de véhémence, qui était Moscou, est aujourd'hui certes loin d'être une démocratie parfaite, mais les évolutions qui ont eu lieu du côté russe vont dans un sens qui, d'une certaine façon, se rapproche plus de nos idéaux, et la situation dans ce pays est infiniment plus acceptable pour nous qu'elle l'était à la fin de la guerre froide. Eh bien, ce parallèle que nous avons vécu entre 89 et 95 dans le monde du renseignement, on l'observe aujourd'hui avec l'Iran, où les idées reçues sont encore une fois restées très ancrées. Alors certes, il y a eu de profonds différends entre la France et l'Iran depuis l'arrivée au pouvoir de l'ayatollah Khomeini, mais nous oublions qu'il y a eu aussi toute une série d'évolutions géopolitiques et intérieures en Iran qui ont été importantes. La première phase, ça a été la phase 1979-1989, 1991, on peut dire, jusqu'à la première guerre du Golfe, où là, effectivement, les relations étaient particulièrement tendues, elles étaient parfois violentes, et que les relations diplomatiques et, on va dire, sous-diplomatiques entre nos deux pays étaient extrêmement belligènes. À partir de 1991 et jusqu'en 2003, une première évolution a eu lieu. La modification de la géopolitique internationale, le changement de position des pays occidentaux, dont la France sur l'Irak a amené un certain nombre d'évolutions. Et puis à partir de 2003 et l'invasion de l'Irak par les Américains, là aussi les éléments ont évolué. Autre tournant en 2011, les printemps arabes ont mis l'Iran en situation d'être le seul pôle de stabilité dans un Moyen-Orient totalement déstabilisé par des révolutions ou des pseudo-révolutions, et petit à petit, les règles du jeu ont changé. Pour autant, est-ce que le point de vue
des services, de la diplomatie, de la presse a évolué sur ce pays? Curieusement, fort peu. Alors, je suis d'un naturel optimiste et je pense que les choses vont dans le bon sens, mais sans m'inscrire en faux contre ce que disait M. Ali, je pense que les choses évoluent moins vite qu'elles ne le devraient et que nous le souhaiterions. J'ai fait tout à l'heure le parallèle entre la Russie et les États-Unis avant et après la guerre froide. Je crois qu'il est important que nous fassions aujourd'hui ce même parallèle entre l'Arabie saoudite et le Qatar, qui sont aujourd'hui deux alliés de la politique française, et l'Iran, qui n'est pas encore tout à fait un ami, qui est tout au moins un partenaire. Quels que soient les critères que l'on prend en matière de démocratie, eh bien, on se rend compte que systématiquement, l'Iran présente un bilan qui est bien meilleur que celui de l'Arabie saoudite. Alors, je suis parfaitement conscient, en tant que démocrate, que 80 ou 90% des pays de la planète ne répondent pas aux règles que nous nous sommes fixées à travers l'histoire. À partir du moment où on met ça de côté, on est bien obligé, et c'est le cas que nous, tous les jours, d'avoir des relations avec l'ensemble de ces États. Et dès lors que nous, Français, par rapport aux idéaux qui sont les nôtres, nous regardons nos relations et nous essayons d'appliquer nos règles de valeur à ces deux pays, eh bien on voit qu'il y a un différentiel qui est extrêmement marqué. Qu'il s'agisse des droits de la femme, qu'il s'agisse des droits des étrangers, des possibilités de faire des affaires en Iran, qu'il s'agisse de la recherche et du développement, de la culture, qu'il s'agisse de l'éducation, qu'il s'agisse également de la peine de mort, parce que c'est un argument qui est toujours servi. Oui, la peine de mort existe en Iran, mais on nous rappelle toujours ce facteur. C'est choquant pour des Occidentaux, mais je rappelle que le nombre d'exécutions à quelque chose près est similaire entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Or, l'Arabie saoudite compte à peu près 4 fois moins d'habitants que l'Iran, c'est-à-dire qu'on a un taux d'exécution, d'application de la peine capitale en Arabie saoudite qui est 4 fois supérieur à celui de l'Iran. Alors, il me semble important de redresser un certain nombre d'idées reçues qui sont malheureusement beaucoup trop véhiculées par nos médias. Certes, nous parlons de pays partenaires, parfois amis, alliés, heureusement ou malheureusement, qui ne partagent pas la totalité de notre point de vue, mais encore une fois, c'est quelque chose qui n'existe que dans l'Union européenne et dans un certain nombre de pays du Pacifique Sud et d'Amérique du Nord. Dès lors que l'on met ça de côté, et j'insiste sur ce point, les raisons qui devraient nous pousser à bâtir des relations encore plus fortes avec l'Iran sont infiniment supérieures à celles qui doivent nous pousser à conserver des relations avec l'Arabie saoudite. Est-ce que c'est aujourd'hui l'Iran qui finance le terrorisme international ? Je n'ai pas besoin d'attendre votre réponse. Nous avons aujourd'hui des relations avec des États dont l'exportation d'une idéologie, je ne sais même plus si on doit parler de religion quand il s'agit du wahhabisme, tout à fait sectaire et nocive, vient perturber et semer le trouble jusque dans nos banlieues et provoquer un certain nombre d'attentats. Nous avons ensuite un État qui cherche par des moyens divers et variés à déstabiliser l'ensemble du Moyen-Orient avec un soutien plus ou moins reconnu des Américains. Je vous disais, c'est quelque chose qui est à mon sens important. Nous vivons essentiellement dans un environnement médiatique dans lequel les médias mainstream, c'est d'origine anglo-saxonne, nous imposent un point de vue. Pour le comprendre, je crois aussi qu'il faut rappeler qu'à la fin de la guerre froide, il y a eu un basculement dans les élites américaines qui s'occupent de politique étrangère, de renseignement et d'influence médiatique, entre des gens de la Nouvelle-Angleterre, qui pendant longtemps étaient d'une culture et d'une éducation quasiment européenne, avec de vraies références historiques, de vraies références philosophiques. Et c'est une période qu'à la fin de la guerre froide, nous avons connue dans le renseignement. Nos interlocuteurs américains étaient des gens particulièrement valables. Et depuis une vingtaine d'années, on a vu un vrai basculement avec l'arrivée aux commandes d'individus du Middle West, sans culture, une méconnaissance de l'Europe, de la géographie, de toute une série de lacunes intellectuelles qui fait que la première puissance au monde est aujourd'hui de plus en plus dirigée par des individus dont les connaissances culturelles, dont l'appréhension du monde est extrêmement limitée en termes de connaissances de culture, en termes de références historiques. Et bien sûr, quand la totalité de cette machine devient folle et impose à l'ensemble de ses alliés un certain nombre de points de vue erronés et que malheureusement ces alliés l'adoptent, nous sommes dans une vision de plus en plus déformée de la réalité. Alors, tout ça pour vous dire qu'est-ce qu'il me semble important aujourd'hui d'essayer de faire et de construire. Les choses ne se changent pas simplement, j'en suis tout à fait conscient, mais je pense que, y compris un public comme vous, dans la démarche qui est celle aujourd'hui du Centre franco-iranien, c'est d'essayer d'apporter un certain nombre d'éléments et pourquoi pas de pistes.
nous avons aujourd'hui avec l'Iran un pays qui est une sorte de facteur de stabilisation de la situation au Moyen-Orient. Il ne nous revient pas à nous, occidentaux, de prendre parti dans les rivalités ou dans les différends qui peuvent exister entre sunnites et chiites. Et je crois qu'on ne rappelle pas assez souvent que le chiisme est certes minoritaire au sein de l'islam, mais que sur le Moyen-Orient, en termes de démographie, c'est quasiment 50% de la population. Hein, si on met de côté les musulmans indiens et indonésiens qui représentent la très grande majorité des musulmans du monde, sur la zone du Moyen-Orient, je crois que les chiites représentent 45% de la population en fonction du poids démographique énorme de l'Iran et des autres minorités. Donc voilà. Donc nous ne sommes pas là dans dans un débat qui intéresse la politique étrangère française, qui intéresse notre perception de l'Iran. En revanche, il me semble déterminant de prendre le pari de l'Iran, qui est un partenaire fiable, qui est un partenaire qui montre qu'il est capable d'évoluer, et qui est un partenaire qui en ce moment est certainement un acteur majeur pour la stabilité, la protection des minorités au Moyen-Orient. Qualificatif que nous ne pouvons pas appliquer ni à l'Arabie Saoudite, ni aux États-Unis. Alors, il n'empêche pas que nous devons avoir, en tant qu'occidental, une vigilance bienveillante. Je parle de vigilance bienveillante parce que depuis les accords de janvier 2015 sur le nucléaire, on a l'impression que la diplomatie américaine cherche à avancer d'un côté parce que le président Obama voulait cet accord et qu'il était nécessaire de parvenir à une solution, mais on a l'impression qu'après avoir fait un pas en avant, les deux pas en arrière suivent assez immédiatement et que la diplomatie américaine et la diplomatie occidentale en général semblent être à l'affût de la moindre erreur de parcours des Iraniens, comme pour remettre en cause une partie de cet accord. Donc je pense que dans les relations que nous devons désormais avoir à Téhéran, il faut bâtir des vraies relations de partenariat, qu'il faut avoir certes une vigilance, mais j'insiste sur une vigilance bienveillante, et surtout, et c'est par ce point que je terminerai, je pense qu'il est essentiel que nous, Français, nous retrouvions une indépendance d'analyse et de lecture des événements internationaux qui ne se fasse pas sous l'influence ou sous la lecture que peuvent avoir nos alliés, et notamment nos alliés américains. Aujourd'hui, nous sommes totalement handicapés dans le développement des relations économiques et commerciales avec Téhéran par les sanctions dont nous avons été victimes ces dernières années, des sanctions économiques américaines, concernant les lois sur les embargos avec l'affaire BNP Paribas, je vous rappelle 8,9 milliards de dollars d'amendes, concernant le rachat et les amendes infligées à Alstom, 772 millions d'euros. Tout ça, c'est-à-dire presque 10 milliards de dollars, sont allés dans les caisses de l'État américain, financent le département de la justice, le FBI, le département du commerce américain, avec des amendes infligées à des entreprises françaises. Cette application extraterritoriale du droit américain, aujourd'hui, handicape et tétanise nos acteurs économiques, qui, à la différence des Italiens, des Allemands ou des Espagnols, sont encore très réticents à l'idée d'aller en Iran faire des affaires, de peur que dans les mois ou dans les années qui viennent, la justice américaine leur tombe dessus à bras raccourcis et leur fasse payer des amendes de cette manière. Donc, vous le voyez, en parlant de l'Iran, je crois qu'on est sur un cas emblématique de dysfonctionnement de la politique étrangère française et que la façon dont nous pouvons notamment évoluer, changer notre point de vue sur ce pays, développer des partenariats plus forts, de toute façon est nécessaire et s'inscrit dans une démarche plus large qui est la nouvelle façon d'aborder le monde, non pas en le décrivant tel que nous voudrions qu'il soit, mais en regardant de manière très réaliste la manière dont il fonctionne. Et je crois que la première menace aujourd'hui pour la France, aussi bien sur notre territoire ou à l'étranger, ce sont les combattants takfiri, donc l'extrémisme wahhabite, salafiste et djihadiste. Et aujourd'hui, ceux qui sont le plus engagés dans la lutte contre ces extrémistes-là, ce ne sont pas les Saoudiens, ce ne sont pas les Qataris évidemment, ce ne sont pas les Américains, ce sont nos amis iraniens. Et je crois que c'est un facteur important que nous devons prendre en compte. Je vous remercie de votre attention. Très rapidement dans les remerciements. Pour qu'il y ait surtout du temps pour les questions. Bon, moi je suis revenu à des affaires stratégiques en 91 à peu près, c'est-à-dire au moment où l'URSS nous a fait la mauvaise blague de disparaître. Vous vous souvenez de la phrase d'Arbatov qui disait « Je vais vous rendre le pire des services, je vais vous priver d'ennemis ». C'était le conseiller de Gorbatchev. Et alors, quand vous êtes dans les affaires stratégiques et qu'il n'y a plus d'ennemis, vous avez deux solutions. Soit vous licenciez, comme dans tout secteur économique, quand vous n'avez plus de produits,
ou alors vous en inventez. C'est une autre solution, c'est ce qu'ont fait les Américains dans la décennie 90, vous vous souvenez, le clash des civilisations, la fin de l'histoire, etc. Bon. Ça m'a amené une réflexion, dont j'ai sorti un livre d'ailleurs que je vous conseille de lire, c'est moi qui l'ai écrit, qui s'appelle La fabrication de l'ennemi, qui est en fait comment se construit un ennemi dans les démocraties. Dans les dictatures, c'est simple, le dictateur se lève le matin, il dit on va envahir le Koweït, et il y a autour de lui des gens qui disent oui chef, quelle bonne idée chef, on aurait dû penser plutôt chef. Bon. Dans les démocraties, pour qu'une guerre, pour qu'on désigne un ennemi, il faut que ce soit une conception démocratique, donc il faut convaincre l'opinion. Donc je vais essayer de vous évoquer rapidement la construction de l'Iran comme figure de l'ennemi. Alors, bon, l'Iran, première faute majeure, c'est la révolution de 79, c'est-à-dire que l'Iran, quand on fait une révolution démocratique contre un homme, le Shah d'Iran, représenté comme une grande figure moderniste, on viole l'ordre international. Donc ça ne va pas. À ce moment-là, si vous voulez, souvenir raconté par un ami diplomate, l'ambassadeur de France quitte ses fonctions, il fait son testament, comme on l'appelle, c'est-à-dire il dit un peu son bilan juste avant la révolution, et puis le type de la DGSE quitte son poste aussi et fait son testament. L'ambassadeur dit le Shah d'Iran est le dirigeant le plus moderniste qui m'a été donné de rencontrer, il est en train de moderniser son pays, paf, un mois plus tard, la révolution éclate. Le type de la DGSE fait son testament, il dit ce pays est composé d'1% de francophones, c'est ceux qu'on voit tout le temps, de 2% d'anglophones, c'est ceux qu'on voit un peu moins souvent, et de 97% de personophones qu'on ne voit jamais. Il se fait engueuler par le Quai d'Orsay et par la DGSE, parce qu'on lui dit c'est pas la politique officielle, et de toute façon le DGSE lui dit vous ne devez pas faire ce genre de synthèse, il faut faire du renseignement brut. Bon. Donc ça, première question, c'est comment est-ce qu'on appréhende un pays? Alors la révolution iranienne, donc éventuellement, on ne peut pas la discuter, c'était une révolution démocratique. Donc on aurait dû théoriquement avoir un œil, disons, très complaisant et très favorable sur cette révolution. Rappelez-vous quand même que quand Khomeini arrive dans l'avion d'Air France, il y a 2 millions de personnes qui sont à l'arrivée, et que l'ambassade de France tous les jours était fleurie parce qu'on voulait remercier la France d'avoir accueilli Khomeini pendant l'époque où il était à Auvers-sur-Oise. Auvers-sur-Oise, c'est les Moudjahidines. Non mais Auvers-sur-Oise, pour moi c'est franco. Alors, la révolution de 79, comme toutes les révolutions, va connaître des excès, c'est-à-dire qu'on va réfléchir sur une identité qui m'intéresse beaucoup, ça a été la hargne avec laquelle les révolutionnaires se sont pris aux toilettes à l'occidentale. C'est un épisode qu'on connaît peu, mais c'était considéré comme un signe d'occidentalisation, et donc la République islamique a supprimé les toilettes à l'occidentale pour les remplacer par des toilettes considérées comme islamiques, c'est-à-dire les toilettes à la turque. Je reviendrai sur le problème des hommes d'affaires quand ils sont revenus ensuite dans les chambres d'hôtel. Donc, si vous voulez, parmi ces excès de la Révolution, qui comme toujours aboutit à des phases un peu paroxystiques, vous avez très rapidement, effectivement, la question de l'ambassade américaine, c'est-à-dire l'invasion d'un lieu normalement protégé par la Convention de Vienne, dans laquelle les étudiants de Lima vont effectivement pénétrer. Et première surprise, ils arrivent, comme ils ne se sont pas présentés à l'entrée, si vous voulez, les diplomates américains n'avaient pas eu le temps de détruire tous les documents qu'on détruit habituellement dans ce genre de situation. Et donc ils vont trouver en particulier dans la déchiqueteuse tous les éléments qui vont ensuite prouver toutes les ingérences de la politique américaine dans la vie politique iranienne. Bon, alors vous avez d'un côté une violation de la Convention de Vienne, et de l'autre côté vous avez une violation de la Convention de Vienne, c'est-à-dire le droit d'ingérence que se donnait un pays sur la vie politique intérieure. Alors comme les Iraniens sont des gens tenaces, ils ont donné toutes les petites parcelles déchiquetées, si vous voulez, de la déchiqueteuse à des jeunes filles qui faisaient du tissage de tissu pour reconstituer les documents qui montraient ces interférences dans la vie politique iranienne, et ils les ont ensuite publiés. Ça ressemble, si vous voulez, à ce qu'avait fait Lénine après la Révolution de 17 sur tout ce qui était les conventions secrètes. Bon, donc, nous, occidentaux, on considère que la violation de l'espace de l'ambassade Convention de Vienne était plus grave que la violation, évidemment, de la vie politique intérieure. Et donc, on commence une période de difficulté. Très rapidement, on entre à la guerre contre l'Irak. Alors, originalité du droit international, on met sous embargo l'agressé, c'est-à-dire l'Iran, et on soutient l'agresseur. C'est quand même une originalité en droit international. D'habitude, on est censé faire le contraire. Et nous, Français, allons très très loin dans le soutien à l'agresseur, puisque on va effectivement aller jusqu'à fournir des équipements qui sont dans l'armée française, parce que Saddam Hussein n'arrive pas à gagner la guerre. Alors, j'ai refait un peu l'historique, parce qu'il m'intéressait de savoir comment la gauche qui arrive en 81 au pouvoir, en critiquant la politique d'exportation d'armement de Giscard d'Estaing, et qui a en plus ce bénéfice extraordinaire de la popularité de la France à cause de l'accueil qu'avait obtenu l'ayatollah Khomeini, va tout à coup basculer du côté irakien. Et paradoxalement, ce ne sont pas les Israéliens qui ont poussé. Les Israéliens nous disaient, non, vous, les Iraniens, on les connaît, on est capable de se débrouiller avec eux, ne vous en mêlez pas. Ce sont les pays du Golfe qui sont venus en France demander au gouvernement français de l'époque, donc à la gauche, de soutenir l'Irak. Comme l'Irak nous devait beaucoup d'argent, c'est sûr que si un pays qui est en guerre vous doit beaucoup d'argent et qui risque de perdre la guerre, vous êtes sûr de perdre tout votre argent. Donc il vaut mieux le soutenir. Donc vous connaissez la suite du processus, on est devenu co-belligérants.
Pas nous seulement, et les Américains aussi, puisqu'ils ont fourni les précurseurs des armes chimiques qu'allait utiliser Saddam Hussein contre les Kurdes, mais aussi contre les Iraniens. Donc, si vous voulez, on est dans cette situation extraordinaire où on s'est trouvé progressivement pris dans une évolution où l'ennemi était l'Iran à ce moment-là. Alors, Khomeini ne facilite pas les choses, parce que quand même, il a une dénonciation à la fois des Occidentaux, à la fois des Israéliens, et puis à la fois des Saouds. Donc il a quand même fait le front de l'unité contre lui. Et donc, dans ce discours-là, évidemment, c'est difficile de se trouver des alliés. Alors, sur la guerre, vous connaissez la suite. La guerre pour l'Iran-Irak, pour ce pays, pour l'Iran, c'est l'équivalent de la guerre de 14 pour nous. C'est-à-dire, c'est toute une génération de gens qui ont été décapités, si vous voulez, de jeunes qui sont partis, parce que n'oubliez pas que sous l'embargo international, les Iraniens n'avaient pas les armes pour se battre à égalité avec les Irakiens, et donc vous aviez ces vagues de jeunes gens qu'on poussait à l'avant pour sauter sur les champs de mines, pour qu'ensuite les combattants puissent arriver, ce qui est quand même une situation assez étonnante. D'autre part, comme les Saddam Hussein avaient aussi utilisé des armes chimiques contre les Iraniens, mais on ne les a découvertes que quand ils les a utilisées contre les Kurdes. Contre les Iraniens, on a quand même soigné des gens au Val-de-Grâce, mais on n'a jamais reconnu que les Irakiens avaient utilisé des armes chimiques contre les Iraniens. Parce qu'évidemment, on ne va pas donner fait et cause à l'ennemi. Alors, ensuite, donc on sort de la guerre. À ce moment-là, les hommes d'affaires reviennent. Donc on règle la question des toilettes en rachetant des toilettes à l'occidental quand même. Parce que les hommes d'affaires, quand ils vont dans les hôtels, ils ne vont pas évidemment attendre à louer une chambre à quelques centaines d'ottomans pour ensuite arriver à expliquer qu'ils leur ont des toilettes à la turque dans leur chambre d'hôtel. Donc on rachète des toilettes. Mais par contre, pour rester politiquement pur, dans les hôtels iraniens aujourd'hui, toute la partie publique reste équipée avec des toilettes à la turque, mais par contre, dans les chambres, vous avez des toilettes à l'occidental, ce qui vous prouve la souplesse d'adaptation théologique des Iraniens. Ensuite, le dossier France-Iran. Celui-là est formidable parce que on a un contentieux, un multivolet, si vous voulez, avec l'Iran. Bon, alors, je me suis amusé à refaire l'historique avec des hommes qui étaient au pouvoir à l'époque, en particulier en discutant avec le directeur de cabinet du président de la République, de François Mitterrand. Il me raconte un épisode que je trouve absolument fascinant, parce que tous les cours d'histoire qu'on vous fait, il faut quand même essayer de les passer au crible. Mitterrand était une araignée, c'est-à-dire c'est un homme qui avait autour de lui tissé un nid d'informations, mais il fallait que les informations remontent à lui. Donc comme il y avait dans le dossier franco-iranien les questions de Rodif, les questions des otages, les questions des attentats terroristes, etc., il confiait à des équipes différentes chacun de ces dossiers. Et évidemment, il ne les mettait pas en contact. Donc un jour, il envoie une équipe de gendarmes, je ne sais pas pourquoi des gendarmes, à Damas, rencontrer une délégation iranienne. Et les gendarmes, ne connaissant pas le dossier, ils ne savent pas qu'ils ont en face d'eux le secrétaire particulier de Khomeini. Et cet homme leur dit, vous avez dans vos prisons un homme pour lequel une mesure de grâce serait considérée par nous comme un geste très positif. Les gendarmes disent, très bien, nous allons transmettre. Ils arrivent, ils viennent voir Gilles Ménage, le directeur de cabinet, ils disent, voilà ce qu'ils nous ont dit. Ils nous ont dit qu'il faudrait libérer quelqu'un des prisons. Et Ménage dit, mais vous pas y parler de qui? Les gendarmes disent, on ne sait pas. Ils n'ont pas osé poser la question, il ne fallait pas apparaître stupide. Donc Ménage fait venir le directeur général de la police nationale, il dit, voilà, ils nous ont dit ça, il y a un type dans les prisons qu'il faudrait libérer. Le directeur général de la police nationale dit, je ne sais pas, il ne faut pas qu'il parle, c'était Anis Nakash. Bon. Mettez-vous dans la tête des Iraniens, qui se disent, la France est un pays avec une vieille administration, dirigée par des gens intelligents, responsables, avec des hommes politiques. S'ils ne font pas ce qu'on leur demande, c'est qu'ils ne le veulent pas. Donc on est dans la situation où les otages en ont pris pour 6 mois de plus, parce qu'il a fallu à un certain moment se dire, oui, effectivement, il faut peut-être envisager une mesure de grâce à l'égard de Anis Nakash. Mais pour un politologue, c'est très difficile de prendre la bêtise humaine comme facteur d'explication. Parce que sinon, vous perdez votre métier, vous perdez votre expertise. Il faut toujours penser que les acteurs sont rationnels. Ensuite, vous avez le 11 septembre. Alors le 11 septembre, encore une fois, on arrive dans une espèce de vide stratégique, c'est-à-dire qu'encore une fois, on n'avait pas retrouvé d'ennemi, mais heureusement, Ben Laden va mettre un peu d'ordre là-dedans. Alors, formidable expérience du 11 septembre, puisque 15 Saoudiens sur 19 terroristes, et janvier 2002, George Bush fait un discours fantastique dans lequel il désigne l'axe du mal, c'est-à-dire l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord. Les plus surpris ont probablement été les Nord-Coréens d'ailleurs, hein, parce que vous ne voyez pas du tout, il n'y avait certainement pas de Nord-Coréens dans les attentats du 11 septembre. Mais vous voyez comment on construit un ennemi. Ce qui est terrible, c'est de savoir qu'on s'est aligné sur cette analyse du monde. C'est-à-dire, on est allé en Afghanistan par solidarité avec les Américains. Heureusement, on avait un président de la République qui a évité la catastrophe irakienne, mais vous vous rendez bien compte qu'il y a des moments où la solidarité joue des tours, surtout quand on est face à un individu qui connaît le monde comme le connaissait George W. Bush, qui n'avait qu'une seule fois été au Mexique avant d'être élu président des États-Unis. Donc, vous avez cette situation fantastique où vous avez donc une nouvelle désignation de l'ennemi, qui est le discours dominant, celui auquel on va adhérer. Et effectivement, on va aller assez vite dans une période de retention à nouvelle avec l'Iran, surtout à propos du dossier du nucléaire.
Alors, le dossier du nucléaire, c'est extrêmement intéressant parce que le premier homme politique qui dénonce le nucléaire iranien, c'est un certain Benjamin Netanyahou à la Knesset en 1984, c'est-à-dire à l'époque où il n'y avait pas de programme nucléaire iranien. Donc c'était probablement prémonitoire de sa part. Mais vous voyez comment on construit un ennemi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Saddam Hussein est détruit, il faut en trouver un autre, parce que c'est la base de la solidarité entre Israël et les États-Unis. Donc il faut à un moment avoir un discours de la dénonciation de l'ennemi, et donc le nucléaire iranien va apparaître évidemment comme le bon dossier. Alors, quand vous avez un passé comme celui de l'Iran, c'est-à-dire que depuis 1953, c'est un pays dans lequel tous les Occidentaux ont interféré dans la vie politique intérieure parce que ce pays a du pétrole, 1953 renversement de Mossadegh, 25 ans de dictature du Shah avec une police politique qui s'appelait Savak, qui venait assassiner des opposants à l'étranger, révolution démocratique contre laquelle on s'allie justement en soutenant un dictateur, Saddam Hussein, mais on le présentait comme moderniste. C'est important parce que si on le présente comme moderniste, ça peut expliquer qu'on le soutienne. Bon, il y avait des rapports d'Amnesty International où on expliquait qu'on torturait les parents devant les enfants et des choses comme ça, mais c'est pas grave, c'était un moderniste. Ensuite, à la guerre du Golfe, on va découvrir à ce moment-là l'immensité des programmes d'armes de destruction massive développés par Saddam Hussein. C'est-à-dire que c'est un choc pour les Iraniens de découvrir qu'à côté de chez eux, aucune des garanties internationales n'avait fonctionné pour empêcher Saddam Hussein de se doter de ces armes de destruction massive. Et donc si vous êtes dans la position d'un homme d'État iranien, que vous vous dites la seule solution pour un pays comme le mien pour ne pas être embêté par des interférences extérieures, c'est le nucléaire, parce que ça coûte moins cher qu'une armée conventionnelle. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des armements, en particulier chez vos ennemis, etc., etc. Et donc on est dans cette logique où, avec cette suprématie conventionnelle que les Occidentaux se découvrent après 1991, on génère du terrorisme et de la prolifération. Et le scénario nucléaire iranien est exactement de cette nature-là. Et donc on est sorti finalement par le haut de la crise nucléaire iranienne, puisque de fait, on a reconnu à l'Iran le statut de pays du seuil, c'est-à-dire de pays qui maîtriserait la technologie et qui, en cas de besoin, pourrait se doter de l'arme si la situation internationale l'exige. Mais rappelez-vous quand même que la France a pratiquement grillé toutes ses cartes, c'est-à-dire que jusqu'à la dernière minute, la France est opposée à cet accord que les Américains voulaient bien signer, et donc on s'est probablement grillé pendant encore quelques années. Alors après, on a un ministre des Affaires étrangères qui va en Iran et qui s'est dit qu'il a été très bien accueilli. Les Iraniens sont des gens polis. En général, ils ne vous disent pas « prenez la porte » alors que vous venez en voyage officiel. Donc, si vous voulez, toute cette espèce d'instrument de blanchiment, si vous voulez, intellectuel, qui fait que ensuite on est reconnu comme un partenaire à égalité, non, c'est pas vrai. Les gens ont de la mémoire, et cette mémoire, un jour ou l'autre, elle nous reviendra dans la figure. Alors, j'en termine là-dessus. Ah oui, pardon, j'ai oublié une anecdote qui mérite quand même. À l'époque de l'embargo contre l'Iran sur le nucléaire, un jour, je suis dans un avion en Iran et je vois des chiens dans une cage qui allaient embarquer dans le même avion que moi. C'était des gendarmes qui les avaient, alors je leur pose la question, qu'est-ce que c'est que ces chiens? Ils disent, c'est des chiens renifleurs de la lutte anti-drogue. Ben oui, c'est intéressant parce qu'effectivement, il y avait eu une lutte, il y avait eu des accrochages, notamment dans le Baloutchistan, où il y avait eu 14 gendarmes iraniens qui avaient été tués par des trafiquants de drogue. Et les gendarmes me disent, oui, ça fait à peu près 1 an et demi qu'ils les ont achetés, mais l'embargo nous interdisait d'exporter les chiens. C'était donc les seuls chiens que j'ai connus qui participaient à un programme balistique et nucléaire, puisqu'ils étaient frappés d'embargo. Alors, j'en termine là-dessus. Donc ça a été dit bien avant moi, il est évident qu'aujourd'hui on a besoin de l'Iran pour résoudre une partie de la crise afghane, une partie de la crise syrienne, une partie de la crise irakienne, une partie de la crise libanaise. On a quand même réussi la performance de faire une conférence internationale pour résoudre cette crise du Moyen-Orient sans inviter les Iraniens, mais en fait c'était l'ancienne équipe, donc on peut supposer que maintenant ça va changer. Et donc on est aujourd'hui dans cette situation où le blocage est de fait le blocage américain. On vous a dit effectivement cette extraordinaire avancée juridictionnelle, puisque la justice américaine se dote de compétences extraterritoriales pour pouvoir sanctionner les entreprises internationales, mais n'a toujours pas adhéré à la Cour pénale internationale, qui évidemment aurait obligé à passer George Bush en première liste, si vous voulez, mais heureusement ils n'ont pas signé. Donc voilà à peu près la situation dans laquelle on est. Cette espèce de schizophrénie de la vie internationale est un élément sur lequel je vous invite à réfléchir, parce que c'est toujours plein de ressources. Je vous remercie. Donc, toutes les questions sont bienvenues. Ouais. Si vous avez des questions, c'est le moment. Ou jamais. Si vous avez des questions. Et merci de vous présenter à chaque fois si vous voulez bien. Bonjour, je m'appelle Farshid Farouk, je travaille chez Airbus et je voudrais tous vous remercier pour vos interventions très intéressantes. À mon sens, l'amélioration de la relation franco-iranienne passe par l'amélioration
des relations commerciales entre la France et l'Iran à travers de grands accords tels que ceux d'Airbus, de Peugeot, etc. Seulement dans le cas que moi je connais le mieux, celui d'Airbus, on a un gros blocage avec l'OFAC, le Office of Foreign Assets Control, du département de trésorerie aux États-Unis. Et donc ma question est donc pourquoi est-ce que la France ne met pas plus de pression sur les États-Unis pour que les relations entre la France et l'Iran, qu'elles soient commerciales ou autres, s'améliorent? Merci. Qui répond? Qui veut répondre? Moi, je vous dis, la solution est très simple, hein, c'est que le marché américain est plus intéressant pour Airbus que le marché iranien, et donc pour l'essentiel, pour ne pas sacrifier les intérêts d'Airbus aux États-Unis, qui a quand même des usines d'assemblage et de fabrication aux États-Unis. Aujourd'hui, l'arbitrage, il est perpétuellement, pour tous les opérateurs internationaux, est-ce qu'on vexe les Américains ou pas? Voilà. Donc la situation, enfin je ne sais pas si vous avez d'autres choses à dire, mais toutes les banques sont tétanisées à l'idée qu'elles puissent être sanctionnées par la justice extraterritoriale des Américains, donc on est dans cette situation de blocage. Bon, les chiens sont apparemment hors du statut d'embargo, c'est rassurant. Il y a une question, monsieur Lebrun. Vous avez évoqué l'intérêt... Pardon, j'ai oublié. Vanessa Solensel, je suis en M1 ici à Villery. Vous avez évoqué la volonté des entreprises françaises, mais aussi d'autres acteurs, qu'ils soient économiques ou politiques, de se rapprocher avec l'Iran. Mais qu'en est-il des Iraniens? Un exemple tout simple. Khomeini a passé, je pense, 4 ans en région parisienne sans jamais avoir mis les pieds à Paris. Est-ce qu'il n'y a pas un blocage ou une... 4 mois. 4 mois, pardon, sans avoir mis les pieds à Paris, tout de même, refusant de visiter la ville. Est-ce qu'il n'y a pas, culturellement, enfin, je sais que ça sonne un peu clash des civilisations, c'est pas du tout mon propos, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un blocage, comme nous l'avons nous ici en Occident, en Europe, en Amérique, au Moyen-Orient, une image négative de l'Occident qui interfère, qui envahit, qui paralyse, qui bloque, qui sème le chaos, qui fait que les Iraniens n'ont peut-être pas plus envie que le français lambda qu'il y ait des relations approfondies entre nos deux pays. Enfin, je dis nos deux pays, mais entre les blocs tels qu'ils nous semblent apparaître, même si c'est peut-être un fantasme, une projection qu'on nous fait miroiter. Oui, je suis un Iranien qui répond. Ali, est-ce que tu aimes la France? Déjà, je pense que si vous faites un petit déplacement en Iran, là, vous allez être surpris. Vous allez être sincèrement surpris de voir à quel point la vision iranienne est favorable à la France. Je pense que sur le territoire iranien, vous ne trouverez même pas une seule personne qui ne connaisse pas le nom de Neuf-le-Château. Je vous rappelle que l'une des avenues les importantes de Téhéran porte le nom de Neuf-le-Château. Je vous rappelle que pour tout Iranien, dès que vous lui parlez de la France, les mots qui viennent à l'esprit, c'est Général de Gaulle, c'est l'indépendance française, c'est la culture française. En toute sincérité, je pense que vous serez plus que surpris de voir la réalité en face. Et justement, on rejoint le titre de cette conférence entre mythe et réalité. Et permettez-moi aussi, par rapport à la question d'Airbus, d'ajouter un point. Ce que je vous dis dans la littérature ouverte, hein, vous pouvez le trouver dans tous les journaux. Le fait est que lorsque le président iranien est venu à Paris, il y a eu la signature de l'accord pour l'achat de 116 ou 117 Airbus. C'était l'accord, le contrat le plus important de l'histoire d'Airbus. Le fait est que les Américains l'ont bloqué dans les faits. Et bizarrement, dès l'instant où nos négociateurs ont critiqué les États-Unis, il y a eu la question, oui, Airbus, jamais Airbus s'il n'y a pas de Boeing. À ce moment-là, on a commencé les négociations avec Boeing pour l'achat de 100 Boeing. Et bizarrement, dès cet instant, le blocage s'est ouvert par rapport à Airbus. Et cette année, les Américains ont donné les autorisations pour la vente à l'Iran de 57 Boeing, mais uniquement de 17 Airbus. Cherchez l'erreur, mais en tout cas, c'est la réalité. Juste une remarque sur les effets de l'embargo sur l'économie iranienne. Moi, ce qui me frappe, c'est que dans ce contexte de mondialisation, le seul moyen pour un pays de faire son décollage industriel, c'est d'être victime d'un embargo. Parce que c'est le seul moment où effectivement ces élites peuvent commencer à développer une industrie locale
qui a atteint un certain niveau technologique, on l'a vu en particulier sur ce qui concerne le balistique, le spatial, etc. pour l'Iran. Et donc c'est un peu paradoxal de penser que dans la période de mondialisation, quand un pays est sous embargo, c'est la seule chance qu'il a de développer son économie. Moi, je voudrais rajouter un élément sur une certaine perception par l'Iran de la France qui ressort quand on a des discussions avec nos amis à Téhéran. Donc ce n'est qu'une vision parcellaire. Mais je crois aussi que ce qui choque les gens, c'est de voir la politique étrangère française être rentrée dans le rang. L'une des expressions qui est revenue assez fréquemment lors d'un récent voyage à Téhéran, c'est que j'avais des interlocuteurs qui me disaient « France is back ». Je leur disais en quoi la France est de retour. Ils me disaient « Non, la France est de retour dans le rang. Pour nous, vous êtes comme les Italiens qui sont très respectables par ailleurs, comme les Allemands, comme les Anglais, la voie indépendante de la France, la troisième voie créée par le général de Gaulle n'existe plus. Vous êtes, comme les autres, des auxiliaires occidentaux au service des États-Unis. Ça, il y a énormément de déception dans l'image qu'ont de la France les Iraniens par rapport à cela, même s'ils sont tout à fait capables de faire une différence entre les équipes gouvernementales qui se succèdent depuis 2 décennies et ce qui est notre histoire. Mais c'est aussi un facteur qui tend à nous décrédibiliser et malheureusement toutes les preuves que nous donnons qui vont en ce sens, le refus de livrer les Mistral à la marine russe et la façon dont nous sommes tétanisés en n'exportant pas en Iran ou ailleurs, d'ailleurs dès que les Américains nous demandent de ne pas le faire, c'est quelque chose qui les choque. Je rappelle que l'avant-dernière fois qu'il y a eu un voyage du MEDEF à Téhéran, l'ambassade américaine à Paris, au retour, a appelé la quasi-totalité des participants à ce voyage, y compris des très grands patrons d'entreprise, en leur disant « Écoutez, nous savons que vous êtes allés aux États-Unis, en Iran. Nous espérons bien évidemment que vous ne ferez pas d'affaires avec ce pays. À la limite, nous souhaiterions avoir la liste des contacts que vous avez rencontrés. » Donc quand un pays, que ce soit avec ses dirigeants économiques ou politiques, accepte de se plier à ce jeu-là, vous imaginez que notre crédibilité n'en sort pas grandie. Oui, bonjour, François Ménou, je suis avocat. J'étais en Iran en janvier 2015. En Iran, en janvier 2015, l'obtention du visa à l'aéroport m'a pris 10 minutes, je crois, tout est pour tout. J'ai été reçu relativement bien et j'ai visité un certain nombre de choses. J'étais parti pour chercher des camions, je suis allé chez Iran Khodro, j'ai vu des camions Mercedes qui étaient fabriqués avec des signes Mercedes, etc. J'ai cherché un peu Peugeot. Et alors là, j'ai eu une surprise, parce que beaucoup de voitures ressemblaient au Peugeot. Alors je ne connais pas grand-chose aux voitures, mais ça ressemblait quand même fort à un modèle qu'on voyait en France, etc. Enfin, c'est pas marqué Peugeot du tout dessus. Et j'ai cherché, c'était fermé. Et j'étais un petit peu étonné, enfin quand j'ai vu cette... Alors rappelons-nous, j'y étais avant la levée de l'embargo, hein, c'était janvier 2015, donc tout s'est bien passé. Et j'étais très ferré, j'aimerais avoir un petit peu un retour de votre part. Alors, au niveau de l'hôtellerie, tout s'est bien passé. Hein. La salle de bain était parfaite. Là, c'était bon, les toilettes, pas les toilettes, c'était tout à fait ce qu'il fallait. Mais c'était pour Peugeot, ça n'allait pas. Je veux dire, j'aimerais voir un peu quelles étaient les réactions en France quand on voit ça. Parce que je vous dis, je peux faire la comparaison entre des usines Mercedes qui étaient fabriquées dans une usine iranienne, enfin, etc. On a parlé. C'était des technologies en plus qui étaient des technologies adaptables pour le marché que je cherchais, ce qui était un marché africain. Donc voilà, je suis un peu frustré, français frustré. Ma frustration date maintenant de quasiment 2 ans. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Merci. Oui, sur ce point, en fait, je suis allé en Iran pour la première fois en 1967. Et déjà, il y avait beaucoup de Peugeot. Et si j'ai bonne mémoire, Peugeot et sa marque iranienne, parce qu'effectivement, les modèles de Peugeot étaient de plus en plus iranisés, ça représentait facilement le tiers du marché iranien. Donc, et ceci a fonctionné jusqu'au moment des sanctions. Et au moment des sanctions, Peugeot est parti sans doute un peu vite. Mais si j'ai bonne mémoire, c'est parce qu'il avait des accords avec General Motors et que General Motors a fait, un petit peu de chantage. Ceci étant, maintenant, je pense que l'affaire est réglée. Je ne sais pas en détail, mais l'affaire est maintenant réglée et Peugeot a repris son partenariat avec Iran Khodro. Juste une
remarque. Effectivement, moi aussi j'ai été frappé quand j'étais en Iran de voir que toutes les voitures neuves étaient allemandes et toutes les voitures vieilles étaient françaises. Et j'ai toujours été un peu surpris du fait qu'on ait voté l'aggravation des sanctions, sachant que Peugeot était un gros opérateur industriel en Iran, c'est-à-dire au moment où on fermait l'usine d'Aulnay. Donc le décalage entre notre posture extérieure et nos intérêts intérieurs, par moment, on se demande si on vit dans le même pays. Bonjour, Morgane Famalka, je suis politologue basée à Moscou. Donc ma question est à propos de la Russie. Est-ce que quelqu'un, vous en avez parlé un petit peu, monsieur l'ambassadeur, est-ce que quelqu'un pourrait dire quelques mots sur la nature et la profondeur quelques mots de plus sur la nature et la profondeur des rapports entre l'Iran et la Russie et éventuellement les conséquences pour l'équilibre ou le déséquilibre de la région et de l'ordre mondial? Oui, le micro. Attends, pour monsieur. Oui, il y a monsieur. Donc, la question sur les relations entre l'Iran et la Russie. Oui, mais je vais essayer de répondre. J'ai effectivement brièvement évoqué. Je crois qu'effectivement le poids de l'histoire est encore fort. Et il faut se souvenir qu'effectivement, au XIXe siècle, il y a eu une sorte de partage de l'Iran, la Russie protégeant, entre guillemets, la partie nord de l'Iran, et enfin de la Perse à l'époque, et la Grande-Bretagne, je dirais, protégeant la partie sud. Et en fait, l'Iran était un petit peu le front de la guerre, de ce qu'on appelait le grand jeu, c'est-à-dire cette guerre que la Russie de l'époque et la Grande-Bretagne menait sur la route des Indes. Alors, de façon plus récente, il faut se dire qu'effectivement, au lendemain de la guerre en 1945, l'Union soviétique a essayé d'annexer la partie azérie de l'Iran, c'est-à-dire la partie nord-est, la partie nord-ouest, pardon, de l'Iran, que ceci a échoué pour différentes raisons. Et donc je pense que dans la population, il y a toujours un sentiment de méfiance à l'égard de la Russie. Alors, il y a eu, pour des raisons de réel politique, un développement des relations, effectivement, plus récemment entre la Russie et l'Iran, avec effectivement, de la part de la Russie, la volonté, je dirais, de contrer l'influence occidentale à un moment où, effectivement, l'Iran était très isolé. Alors, les choses ne se sont pas faites tout de suite, parce que l'imam Khomeini était tout de même très hostile à ce pays athée que représentait l'Union soviétique. Et donc, ce n'est qu'à partir, d'ailleurs, de la chute de l'Union soviétique et après la disparition de l'Arménie que la relation a pris une certaine ampleur. Effectivement, dans des secteurs sensibles, parmi ces secteurs sensibles, il y avait des centrales nucléaires, puisque au départ, une coopération nucléaire importante avait été nouée avec la France du temps du président Giscard d'Estaing, puis tout ceci avait été abandonné lorsque la République islamique est née. Mais en revanche, effectivement, la Russie est venue et a repris une partie du programme nucléaire, non sans mal d'ailleurs, parce que la centrale nucléaire de Boucher a mis beaucoup de temps et s'est dénoué avec beaucoup de difficultés techniques et peut-être également politiques. Quant à l'autre domaine qui est effectivement la coopération dans le domaine de l'armement, là il a été assez développé, y compris dans des domaines assez sensibles comme les missiles S-300, qui sont certes des missiles considérés comme défensifs. La Russie, après avoir signé le contrat, a retardé dans les livraisons, semble-t-il, pour maintenir de bonnes relations avec Israël, puis finalement a livré les S-300. Donc il y a toujours tout de même un mélange, une certaine méfiance dans la relation avec la Russie, mais la Russie a aussi rendu service à l'Iran en bloquant plusieurs résolutions devant le Conseil de sécurité. Merci beaucoup. Monsieur avait levé la main et ensuite... Oui, monsieur, monsieur depuis tout à l'heure. Les deux. Bon, j'étais vraiment écouté toutes vos analyses. J'étais à la fois émerveillé et étonné.
Je vous explique pourquoi j'étais étonné. D'abord, M. Antoine Esfer, il remplace arc chiite avec l'arc perse. C'est un tournant quand même, on peut dire. Mais j'ai écouté le discours de M. Benessé et vous, M. Kolessa. Tout ce que vous dites, ça me convient en tant qu'un Iranien. C'est-à-dire, vous parlez de mon corps. Et je crois que tous les Iraniens, ils ont envie d'entendre tout ce que vous venez de dire. Mais en tant qu'un Français, votre discours, votre analyse, il est très loin d'être accepté dans les officines des Français. Et voilà la question. Pourquoi? Qu'est-ce que vous attendez? Si vous croyez tout ce que vous dites, pourquoi vous n'allez pas plus loin pour expliquer tous ces propos avec officine française, avec ministère des Affaires étrangères, vous étiez ancien ambassadeur, et vous, en tant que conseiller enseignant, et vous aussi, qu'est-ce que vous entendez? Que la France est dessinée actuellement, si j'ai bien, tout ce que vous venez analyser, vous donnez une caricature complète de gouvernement actuel en France. Pas seulement l'actuel. Et j'aimerais bien, c'est vraiment, que vous faites un effort supplémentaire de mettre en lumière cette réalité que vous venez d'évoquer. Tout ce que je voulais savoir, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez faire simplement de porter ce discours un petit peu plus loin. Donc merci, une question de challenge, un peu piquante. Si on peut avoir votre nom, parce que vous ne vous êtes pas présenté. Je suis franco-iranien, je suis Charles Bezadi, je suis président de CCI TIF. Alors c'est une question quoi, de temps. Qu'est-ce que vous attendez? Du coup, il se passe tout ce micro. Qu'est-ce que... Moi, je suis retraité. J'attends plus grand-chose. Non, la question que vous posez est une question qu'on vit dans la continuité quand on est à l'intérieur d'un système décisionnel. Mais on est par principe des fonctionnaires obéissants, c'est-à-dire que vous dites quelque chose, vous poussez une analyse, vous avez un patron qui des fois la pousse, des fois la désavoue. Mais quand vous avez au-dessus de vous un cabinet qui vous dit le ministre a décidé que, vous êtes obligé d'obéir. Le problème, c'est que souvent nos ennemis ne lisent pas les notes du ministre. Sinon, ils sauraient que nous avons raison. C'est ça la difficulté. Non, on ne peut pas faire plus que ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on n'est pas élu, on n'est pas dirigeant, on n'est pas ministre. En complément, je suis évidemment tout à fait d'accord. En complément, l'ancienne ministre du renseignement sait que nos notes ne sont pas lues. Quand elles sont lues, elles ne sont pas comprises, ou quand elles sont comprises, ils n'en tiennent pas compte. Mais en dehors de ça, il y a quand même une évolution de la mentalité dominante dans certaines sphères de l'administration touchant aux affaires étrangères, qui est des gens qui sont convaincus des idéaux néoconservateurs américains, et qui curieusement viennent plutôt de la gauche française que de la droite. Mais je pense que monsieur l'ambassadeur en parlerait infiniment plus de manière adaptée que moi. Il y a malheureusement toute une série d'individus qui sont gagnés à ces idées, et on le voit, c'est le cas de mon équipe au centre, où on nous demande, un certain nombre de candidats au présidentiel viennent nous voir et nous demandent quelques avis sur l'organisation du renseignement, de la lutte antiterroriste. Et puis très rapidement, on voit les équipes qui se constituent autour d'eux, et on voit les quelques lueurs d'espoir que nous avions il y a encore quelques mois, je dois l'avouer, se refermer quand on voit des vieux chevaux de retour venir, des gens qui défendent toute une série de positions, ce qui me rend peu optimiste. Alors, je vais aller plus loin parce qu'il y a un discours que nous avons régulièrement avec eux, et on l'a eu il n'y a pas très longtemps, sur le nucléaire iranien. Il y a une espèce d'allergie terrible sur le nucléaire iranien, et je rappelle, il faut connaître l'histoire, que quand les Israéliens ont décidé de développer leur propre centrale nucléaire et ont décidé de développer leur propre arme nucléaire, à plusieurs reprises, notamment Ben Gourion et je crois que c'était Pérez qui était directeur au ministère de l'Affaires étrangères, sont venus à Paris, et eux des entretiens à l'époque avec le général de Gaulle et d'ailleurs avec son prédécesseur également, et le général de Gaulle demandant à nos amis israéliens, mais pourquoi vous avez besoin d'un réacteur nucléaire? Et à chaque fois les réponses étaient les mêmes: c'est pour le développement, la recherche scientifique, l'irrigation et la médecine. Reprenez les textes, quels ont été les discours de nos amis iraniens lorsqu'ils ont développé leur industrie nucléaire, avec ce
lorsqu'on a soupçonné à un moment donné des utilisations militaires, c'était la même chose. Donc il faut aussi garder ça à l'esprit, parce qu'aujourd'hui, ce qu'un certain nombre de courants néoconservateurs reprochent à l'Iran, c'est exactement le discours qui était tenu par nos autres amis qui sont israéliens à une certaine époque, et on l'oublie. Donc, encore une fois, c'est la politique des deux poids, deux mesures. Michel Makinski, je dirige une entreprise à Géomis International qui conseille les entreprises françaises qui travaillent ou veulent travailler en Iran. J'ai participé à l'organisation de la première mission MEDEF en 2014 et j'ai participé à la seconde et à un certain nombre de choses. Je voulais apporter 3 précisions. Une première, pour répondre directement à votre question et compléter ce que vous avez très bien dit. Si vous voulez avoir une réponse à votre question, lisez un chapitre d'un ouvrage qui a été publié par M. Vincent Jauvert sur le Quai d'Orsay. Le chapitre, le livre n'a aucun intérêt pour 4/5e, c'est l'histoire des ambassadeurs qui ramassent dans les poubelles, etc. On s'en fiche. Il y a un chapitre qui s'appelle La secte. Vous avez tout avec la filiation idéologique qui est des gens qui ont été mis sous Bernard Kouchner, sous l'influence idéologique de Thérèse Delpech, qui est décédée, maintenant sous l'influence de quelqu'un comme Bruno Tertrais, etc. Vous avez toute l'affiliation à ça. Donc, lisez le chapitre, vous aurez réponse à votre question. Maintenant, je voudrais apporter 3 précisions concernant le décalage entre la diplomatie française et les entreprises, à la lumière de l'expérience que j'ai vécue et je continue de vivre. Il reste effectivement un certain décalage entre la perception iranienne par rapport à la diplomatie française. Non, soyons honnêtes, la page n'est pas complètement tournée. Elle a évolué, des choses avancent, mais soyons lucides. Il va y avoir la visite de M. Hérault bientôt, on lui fera les politesses qu'il faut, mais je remarquerai simplement que la commission économique bilatérale, qui devrait être mise depuis longtemps en place, si on compare la situation de la France par rapport aux Italiens, aux Allemands, ça n'a rien à voir. On sent qu'il n'y a pas le punch derrière. S'agissant de différentiel, je crois que la seule piste, la seule chance que nous ayons de faire évoluer les choses, c'est ce que nous avons fait avec les entreprises françaises, qu'il s'agisse du MEDEF ou ailleurs, c'est bien ce qu'on appelle la business diplomatie. Et la business diplomatie, si elle veut survivre, c'est-à-dire notamment, nous avons actuellement un blocage majeur au niveau, non pas tellement des exportations, parce qu'on trouve moyen d'exporter. Il y a les PME qui font beaucoup de petites opérations par des banques belges, allemandes, italiennes et autres. Il y a un courant, d'ailleurs il suffit de regarder les statistiques, les échanges bilatéraux sur l'année 2016 entre la France et l'Iran ont considérablement augmenté, tant dans le sens des importations et des exportations. Pour répondre à ce qui était dit sur l'automobile, l'avocat qui était là, il n'y a pas que Peugeot. Renault a développé des projets industriels qui viennent d'être rendus publics récemment, mais qui sont le fruit d'une permanence de la coopération industrielle de Renault qui n'a jamais quitté l'Iran. Petite mise au point, Peugeot n'a pas quitté l'Iran, contrairement à ce qu'il dit dans toute la presse, à cause de General Motors, pour une raison très facile à comprendre, c'est que General Motors avait 10% du capital de Peugeot, et il était certain que c'était pour General Motors, Peugeot était aussi une clé d'entrée du marché iranien. Donc c'est sot de dire que c'est General Motors qui a fait une pression. En revanche, Peugeot n'a pas eu de chance parce que Peugeot, qui expédiait ses pièces par mer, a été victime d'un embargo maritime, ne peut plus expédier. Deuxièmement, a été payé sur une banque qui était sanctionnée, ne pouvait plus être payé. Donc Peugeot n'avait pas le choix que de partir. En revanche, ce qui a laissé une incompréhension justifiée, à mon avis, chez les amis iraniens, c'est que Peugeot est parti en 8 jours. Et en réalité, personne, à la date d'aujourd'hui, c'est un dossier qui suit, personne ne sait pourquoi Peugeot est parti en 8 jours. Qu'il soit parti, ils n'avaient pas le choix. Et ça, les Iraniens le comprennent parfaitement bien. Donc, traduction actuelle, Peugeot est revenu en force pour 2 raisons. La première, c'est que les Iraniens ont besoin de Peugeot. La marque Peugeot est assise, vous vous baladez, vous trouvez des Peugeot qui sont des carcasses avec des pièces chinoises de contrefaçon. Mais Peugeot a fait donc, le ticket de retour pour Peugeot est très cher, mais ils y sont et ils vont y arriver. Renault a une stratégie complètement différente d'un énorme projet géant industriel, magnifique, et qui est en train de prendre corps. Et donc, on est en train d'avoir un pôle automobile iranien qui sera un vrai pôle français qui fait déjà lui. Je termine en disant ceci, que nous ne parviendrons pas, et la question qui était posée, c'est comment arriver à résoudre les blocages bancaires. Eh bien, la seule façon de s'en tirer, c'est de jouer européen. On sait que les discussions du Trésor français avec le Trésor américain n'aboutissent pas.
Et les choses n'avanceront que si, et c'est la suggestion que je voulais proposer à la réflexion de chacun, que si une pression des grands groupes industriels français, allemands, anglais et autres s'exerce en direction des États-Unis. Nous y allons seuls, je n'y arriverai jamais. Si vous avez une question, bien, la question, je voulais savoir si pensez-vous que l'on peut construire une stratégie européenne en la matière. Voilà ma question. Moi, je vous donne mon sentiment, je pense que non. Les Européens sont concurrents, et je pense qu'il n'y aura pas de solidarité européenne. Il n'y a pas plus de solidarité européenne, d'ailleurs, à l'égard de l'Arabie Saoudite ou d'autres pays du Golfe. Donc je pense qu'il n'y a pas de solution européenne, malheureusement. Oui, moi, je nuancerais un petit peu. Si tu permets, je penserais un petit peu parce qu'en fait, par-delà l'Iran, il y a le problème qui a été évoqué tout à l'heure de la portée extraterritoriale des voies américaines, qui est effectivement un problème majeur et qui touche non seulement la France, mais qui touche actuellement, par exemple, la Deutsche Bank, qui est menacée d'une amende au moins aussi forte que la BNP. Il y a tout de même, je pense, une prise de conscience, et je crois qu'effectivement, c'est des coniveaux européens que l'on pourra lutter, je dirais, à armes égales. Et actuellement, on fait grand cas du rôle joué par Margrethe Vestager, qui est l'ancien Premier ministre danoise, qui est en charge justement de ce dossier et qui est à l'origine des poursuites contre Google. Et là, manifestement, il y a un bras de fer qui est en train de s'engager, non pas sur l'Iran, mais je dirais sur les abus des grandes multinationales d'origine américaine. Voilà, ceci étant, c'est une première étape, mais il y a effectivement beaucoup de dossiers à traiter de la même nature. On prend une dernière question. La dernière. Là-bas. Oui, on vous écoute. Oui, l'architecte. Est-ce que vous pouvez vous lever et vous présenter? Merci beaucoup. Sadri Ben-Smaïl, architecte, enseignant-chercheur. J'ai eu un grand voyage donc, en Iran cet été, et en ayant accès à des amis fidèles iraniens de l'intérieur, universitaires, je me prends parfois à sourire dans l'empressement que la France officielle, l'empressement qu'elle manifeste, comme s'il y avait eu une espèce de changement complet du regard. J'en doute un petit peu, mais les Iraniens, je pense qu'ils sont très fins et ils sourient aussi intérieurement. Et je vois d'ailleurs un décalage entre les techniciens pragmatiques et une certaine voix du quai d'Orsay. Je voudrais poser simplement une question à M. Demessé, c'est que pour fréquenter avec plaisir parfois des militaires et pour lire de la littérature un petit peu militaire, je m'aperçois que souvent les états-majors, enfin, si un officier veut grimper, il faut absolument qu'il passe par l'OTAN, par Bruxelles, etc. Donc je suis un peu pessimiste sur un revirement, même au sein, peut-être de la DGSE, là je suis tout à fait amateur, mais cette idée de faire du renseignement à l'américaine, de perdre notre qualité du renseignement humain, etc., je pense que je suis, enfin, est-ce que vous me rejoignez ou pas, dans cette idée où les états-majors, les officiers... Rapprochez votre micro, on ne vous entend pas. Sont obligés quasiment, s'ils veulent avoir une belle carrière, de passer par l'OTAN et de faire allégeance à cet esprit otanesque qui nous éloigne de l'Iran et qui nous éloigne d'une réalité même de la Syrie. Merci beaucoup. Merci de votre question. Deux choses sur les idées reçues sur l'abandon du renseignement humain, sur tout ça, c'est pas juste. Et même d'ailleurs, quand on en parle pour les Américains, compris à la fin des années 80, c'était pas une chose exacte. Donc je ferme la parenthèse. On est dans des périodes différentes où la technique amène beaucoup de choses. Et aucun pays au monde ne néglige l'un pour l'autre. C'est souvent des questions d'équilibre entre les deux ou trois métiers qui entraînent des résultats différents. Maintenant, sur l'OTAN, je dois vous avouer que je ne suis plus au fait de la gestion des carrières militaires au sein de la direction de personnel. Donc, c'est vrai que depuis le retour dans l'organisation intégrée sous Nicolas Sarkozy, c'est de plus en plus nécessaire de le faire. Mais je crois qu'il y a deux choses. Beaucoup de nos militaires, mais là je parle de nos grands chefs militaires, ont une vision
assez objectif des choses, mais vu que la discipline est la vertu cardinale des armées et qu'ils ont fait l'engagement de servir, mais c'est la même chose pour les diplomates d'ailleurs, on ne remet pas en cause la ligne que l'on est chargé de défendre. C'est parfois choquant pour nous quand nous ne sommes pas dans le système, mais ça fait aussi partie de l'éthique de l'officier ou du diplomate. Il y a parfois un certain nombre de limitations. C'est vrai que j'ai fait partie de ceux qui ont dénoncé avec beaucoup de virulence l'intervention de 2011 en Libye, qui a contribué à créer le chaos. Je fais une parenthèse pour dire qu'à 2 reprises cet été, le Parlement britannique a sorti des rapports, l'un en juillet, l'autre en septembre, remettant en cause la décision de David Cameron, expliquant que les informations étaient infondées. Lorsqu'on a interviewé Nicolas Sarkozy sur le sujet, il s'est empressé de dire qu'il avait pris la bonne décision et que lui ne revenait pas sur ce qu'il avait fait en 2011. Je ferme la parenthèse. Sur cette crise libyenne, un certain nombre d'officiers très haut placés de l'armée de l'air sont très contents de l'opération qu'ils ont menée. Et parce qu'ils la vivent sur un plan technique. Sur un plan technique, c'était une belle opération. Ils ont été confrontés à des situations opérationnelles et des cas de figure très particuliers. Ils ont rempli le contrat que leur avait fixé le président de la République. On peut effectivement leur reprocher de ne pas toujours poser la question du bien fondé, mais encore une fois, ce n'est pas nécessairement, je crois que chacun a son libre arbitre, mais ce n'est pas nécessairement ce qu'on attend d'un militaire. Ce qu'on attend d'un militaire, c'est qu'il exécute les ordres. Alors on peut aussi trouver un certain nombre de sous-officiers du service action qui ont été amenés à former des barbus en Libye ou ailleurs. Certains, par bout de l'aventure, ne se sont pas posé la question, d'autres sont rentrés en ayant un petit peu mal au ventre, en se disant « j'ai fait un certain nombre de choses qui me semblent contraires aux intérêts du pays ». Mais là, encore une fois, quand on choisit ces carrières, on accepte aussi d'obéir aux directives qui sont données. Pour répondre à votre question, monsieur, puis à la question qui a été posée devant, ne vous trompez pas. On a tous en tête une idée d'un complexe militaro-industriel qui pousse à la guerre. Il y a un complexe militaro-intellectuel qui, à mon avis, est beaucoup plus important parce que c'est celui qui façonne les opinions publiques. Les militaires étaient contre l'invasion de l'Afghanistan parce qu'ils avaient malheureusement l'expérience connue de l'échec britannique, de l'échec soviétique, etc. Et donc c'est un pays dans lequel on ne peut pas gagner la guerre. Il n'empêche que politiquement ça a été décidé, ils y sont allés. Donc ça c'est un point très important parce que regardez le cas de la Libye, c'est pas les militaires qui ont décidé d'y aller, hein, c'est un intellectuel médiatique qui d'ailleurs est tellement content de son opération que maintenant la situation est tellement bordélique en Libye qu'il n'ose même plus y aller. Bon. Donc on est dans cette situation-là. Il faut bien se rendre compte, et je reviens avec la question que posait ce monsieur tout à l'heure, la poussée des néoconservateurs dans les sphères intellectuelles est beaucoup plus importante qu'elle n'est dans les sphères militaires. Moi, je vais vous raconter un épisode que m'a cité un ami diplomate du Quai d'Orsay. Il était dans l'avion avec Kouchner, et Kouchner, à l'époque ministre des Affaires étrangères, dit « J'ai une idée pour remplacer la tête du CAP, du Centre d'analyse et de prévision du Quai d'Orsay. J'ai pensé à Bernard-Henri Lévy. » Grand moment de silence dans l'avion, et le copain a eu un trait de génie, il lui a dit « Monsieur le ministre, vous avez raison, mais malheureusement, je pense que nous ne pourrons pas nous le payer. » Et il a tué l'idée comme ça. Et bien, quand vous avez un individu qui a un trait de génie qui peut sauver la République, salut, bravo. En conclusion, avant tout... Excusez pour Neuf-le-Château. Excusez-moi, juste un mot pour le hiatus Neuf-le-Château en Auvers-sur-Oise. Le cas de Auvers-sur-Oise est particulièrement intéressant parce que quand il y a eu des attentats en France et qu'on a envoyé des diplomates en Iran pour dire c'est pas bien de faire des attentats chez nous, ils ont dit mais c'est vous qui faites des attentats chez nous. Vous accueillez les Moudjahidines du peuple qui ont quand même tué un président de la République, la moitié du gouvernement et une grande partie du parti politique au pouvoir. Donc quand on qualifie l'Iran d'État terroriste et qu'on oublie ce passif-là, on est parfois en difficulté, mais c'est nos amis diplomates qui doivent se sortir de la situation. Bien, en conclusion, avant tout, je tiens encore une fois à remercier l'ensemble des organisateurs, le Centre culturel iranien qui m'a beaucoup aidé pour l'organisation de cette conférence, l'ILERI, ça va sans dire, ainsi que l'Observatoire des think tanks. Deuxième point que je voulais dire, il y a une phrase d'Antoine Sfer qui me fascine toujours. Il dit si vous pensez avoir tout compris au Moyen-Orient, c'est qu'on vous l'a très très mal expliqué. En effet, le Moyen-Orient, et l'Iran en fait partie, c'est toujours très complexe. Mais c'est là où tout l'intérêt de faire la distinction entre le fantasmagorique et la réalité. J'insiste, en tant qu'Iranien qui a vécu pratiquement une très grosse partie de sa vie en France, je pense que la France est le pays
occidentale avec lequel l'Iran a le plus de points en commun. Pour un Iranien, il y a des mots qui ne pardonnent pas. La culture, la civilisation. La France est un pays avec une culture plusieurs fois millénaire, une civilisation plusieurs fois millénaire, tel que l'Iran. Un pays pour lequel la culture signifie quelque chose. Un pays qui est pour un monde multipolaire comme l'Iran. Un pays pour lequel, généralement, ça dépend parfois des gouvernements en place, mais l'indépendance nationale signifie réellement quelque chose. C'est un pays pour qui la diversité culturelle a une réelle importance. C'est un pays qui aujourd'hui dans le monde fait face aux mêmes menaces et aux mêmes défis que l'Iran. Lorsqu'on parle de la lutte contre le terrorisme, et comme M. Konessa l'a précisé, l'Iran est un pays qui a connu le terrorisme et qui l'a touché vraiment dans son corps. La lutte contre le terrorisme, le radicalisme au Moyen-Orient aujourd'hui, c'est plus qu'un point commun, c'est un défi commun entre l'Iran et la France. Donc encore une fois, j'insiste, en tant qu'Iranien ayant vécu une bonne partie de sa vie en France, je pense qu'il y a peu de pays dans le monde avec lesquels un Iranien se sente aussi proche que la France. Je tiens encore une fois à vous remercier tous de nous avoir fait l'honneur et le plaisir de votre présence, et je tiens bien évidemment à remercier Antoine Sfer qui a dû nous quitter, M. Konessa, ambassadeur Rochard, et M. Denossé pour vos interventions. Merci encore une fois.